Liliane nous demande de nous présenter. Mais avant ça, je vais vous remercier de prendre sur votre temps personnel, familial, professionnel peut-être, pour venir un lundi soir, en plein dans la semaine, prendre un moment de répit. Et pour moi, l'objectif sera atteint si à la fin vous avez la banane et que vous êtes joyeux, que vous avez remonté vos points de vie et votre énergie collective. Et je sais bien que Jean-Dominique, comme moi, on n'est que des prétextes. On est des prétextes pour ce que l'énergie qui circule entre nous puisse nous recharger les batteries dans ce moment où effectivement les tempêtes font rage, les guerres font de nombreuses victimes, et il va falloir trouver des ressources insoupçonnées. Or, ça a été un des grands questionnements de Jean-Dominique comme moi. Et qu'est-ce qui fait qu'on tient le coup dans ce monde qui devient fou? Est-ce que c'est nous qui sommes fous? Ou est-ce que c'est le monde lui-même? Donc je vais commencer par présenter Jean-Dominique, que j'ai rencontré, je ne sais même plus comment, mais maintenant il y a presque 5 ou 6 ans, à la faveur du Covid, et la première fois en le voyant sur une émission de télévision qui parlait d'athlétisme, une chaîne de télé. Puis j'étais frappé de voir l'extraordinaire justesse de ses mots, et à quel point il était capable de mettre mes pensées désordonnées en ordre, et de clarifier même ce que je pouvais intuitivement ressentir et mettre des mots dessus. Et ça m'a beaucoup ensuite questionné sur cette capacité à mettre en mots, à raconter une histoire. Et je me suis intéressé, mais je m'y intéressais depuis longtemps, aux Aèdes. Peut-être vous connaissez les Aèdes, ça vous dit quelque chose? Ce sont les conteurs dans la Grèce antique. Les conteurs, il y a un Aède très connu, et l'Aède est souvent aveugle. Un Aède aveugle qui a fondé toute l'histoire antique, puisque c'est Homère. Et Homère racontant l'Iliade et l'Odyssée. Les Aèdes dans la Grèce antique, les griots dans l'Afrique de l'Ouest, et puis un peu partout, cette tradition d'hommes médecine, d'hommes ou femmes qui sont au contact avec l'au-delà, de chamans, et qui ramènent depuis l'au-delà des fragments de l'universel pour le remettre dans le monde quotidien dans lequel on vit. Ce monde immanent fait des petites choses de la vie quotidienne où tout paraît anodin et où en fait chaque chose recèle un lien à plus grand. Et donc j'ai vu dans Jean-Dominique ce conteur, mais plus qu'un conteur, parce que quand on dit conteur, on a l'impression que c'est très superficiel. Alors que non, bien sûr, le conteur, c'est celui qui va fonder une société entière, celui qui va poser l'inconscient collectif, qui va réussir à mettre en mots toutes les intuitions collectives qui règnent entre nous. Donc j'ai une grande admiration pour Jean-Dominique, qui a cette clarté d'esprit qui parfois me fait défaut. Et lui, on lui donne un micro, on lui tend la parole, et puis poum, c'est... Tout est bien clair, ce qui lui a permis d'écrire des livres qui, à mon sens, feront date dans l'histoire du Covid. Autopsie d'un désastre et La fabrication du désastre, qui feront date parce qu'il y a eu beaucoup de livres pendant le Covid. Moi, j'ai 3 bibliothèques maintenant remplies de tous les ouvrages qui ont été produits. Et je suis très content qu'il y en ait beaucoup, parce que c'est quelque chose de pas du tout anodin qui nous est arrivé. Mais en figurant en bonne place deux ouvrages, un de Corinne Lalo, qui s'appelle Fausse pandémie, vrai mensonge, et puis les livres de Jean-Dominique, qui pour moi vraiment sont parmi les plus limpides sur tout ce qui s'est passé et pourraient être donnés à n'importe qui pourrait comprendre, même dans 50 ans ou 100 ans, ce qui s'est passé. Et puis par ailleurs, il y a tout ce travail d'information auprès du grand public, mais il y a toujours eu, vous savez, cette petite chose qu'on appelle parfois le petit supplément d'âme. Peut-être vous l'avez déjà rencontré quand vous rencontrez des soignants ou des médecins. Il y a des gens qui sont très bons techniquement et qui sont des vrais connards. Alors vous êtes content, quand c'est le chirurgien, il vaut mieux que ce soit bon techniquement, même si c'est un vrai connard, tant pis. Mais bon, c'est toujours très agréable de rencontrer quelqu'un qui a un petit supplément d'âme. Et Jean-Dominique, il n'a pas un petit supplément d'âme, il a un gros supplément d'âme, qui l'a amené à me proposer il y a quelques années maintenant, 2 ans je crois, de travailler sur le concept, l'idée de l'accord perdu. L'accord perdu, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est quoi cette affaire? L'accord perdu, l'accord dissonant, l'accord cassé sur la guitare quand vous êtes en train de jouer, le faux pas au milieu d'une conversation avec votre conjoint ou votre conjointe, et puis d'un coup tout qui part en sucette.
On dit partir en biverine à Marseille. Hein. Ah, c'est parti en biverine, putain. On a divorcé, quoi. Et, et, réfléchir sur cet accord perdu. Et la question a fait son chemin. Parce que vous savez, quand on pose une question, on n'arrête pas d'y répondre pendant des jours, des mois. Alors que quand vous donnez une réponse, ça y est, c'est fini. Votre cerveau, il a clos le sujet. Non, quand vous posez une question, ça continue dans la rame à travailler. Peut-être que vous avez déjà eu ce questionnement de chercher le nom d'un acteur américain, vous connaissez que lui. Ah, il a joué dans l'Inspecteur Harry. Puis ça vient pas. Puis au milieu de la nuit, d'un coup, vous allez avoir un éclair. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Alors que vous ne pensiez plus à ça. Et pourtant, votre cerveau, lui, a continué à travailler. Et donc Jean-Dominique, il est aussi de ces experts à semer une graine de questionnement, et la question de l'accord perdu a continué. Et ça nous a permis de se rejoindre sur ce sujet et de trouver que peut-être on était pile là où c'était utile, là où ça nous faisait plaisir et là où c'était utile au monde. Vous savez ce qu'on appelle l'ikigai chez les Japonais parfois, ce moment où vous êtes accordé, ah tiens, l'accord. Voilà, donc merci Jean-Dominique de nous permettre d'être là et de ne surtout pas parler de la vaccination Covid. Bon, merci à tous, c'était une très belle soirée. À bientôt. Non, d'abord, un immense merci à Liliane de nous accueillir une fois de plus. Que ce lieu accueillant aura été un espace de lumière dans des temps sombres. Et c'est justement, je pense, le sens de cette notion d'accord perdu sur laquelle je reviendrai. Mais j'aimerais commencer par dire que moi, j'ai surtout eu l'impression, à travers toutes les si gentilles choses qu'il a dit à mon sujet, que Louis faisait son autoportrait. C'est exactement ce que je pense de lui, c'est exactement ce que je vois en lui. Et puis, ça nous plonge d'emblée dans ce thème, au fond très beau et mystérieux, et Dieu sait si nous avons besoin de beauté et de mystère en ces temps sombres, qui est que, sans qu'on se soit du tout concerté, si c'est à moi qu'il était revenu d'ouvrir la parole, de prendre la parole en premier, j'aurais parlé exactement de ça. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons été l'un et l'autre précipités hors d'un statut social, d'une existence professionnelle, d'une respectabilité. Louis est médecin anesthésiste réanimateur, comme vous le savez, donc il travaillait dans des services d'urgence des hôpitaux. Docteur, alors vous croyez qu'il va survivre? Oui, j'ai donné un coup de bistouri pour soulager la pression intradermique. Oh docteur, vous êtes magnifique, merci, vous sauvez des vies. Moi, j'étais un ethnologue quand même respecté et assez connu dans le domaine de la santé, m'étant intéressé à plein de choses. Ah, vous êtes vraiment allé travailler avec des chamans au fin fond de la brousse? Oui, j'ai expérimenté la possession avec eux. Oh, mais comme c'est passionnant, vous n'avez pas eu peur d'être pris par des entités comme c'est exotique? Vous voyez, et on était les deux au fond dans des niches qu'on avait construites, et je pense parce que ça n'a pas été si simple ni pour l'un ni pour l'autre de trouver une niche qui soit viable pour nous dans un monde déjà dans lequel on avait une certaine difficulté à trouver notre place. Et puis d'un coup, on a été précipité hors de ces repères en devenant des contestataires, des dissidents, des complotistes, des extrémistes de droite, des antisémites, enfin bon, on peut continuer la liste à un certain moment, et en étant en quelque sorte déchus de cette responsabilité, alors même que notre audience croissait auprès de personnes qui ne se laissaient pas arrêter par des étiquettes de cet ordre et qui au contraire trouvaient un certain intérêt à ce qu'on racontait. Et je partage vraiment sa gratitude pour votre présence ce soir. Il y aurait plein d'autres choses à faire un lundi soir, et le fait que vous soyez là est très touchant pour nous. Et au fond, valide en quelque sorte ce pli qu'on a osé prendre l'un et l'autre, qui a été de devenir des saltimbanques. Au fond, nous sommes des troubadours, nous sommes des trouvères, des griots, c'est un peu prétentieux, je m'en excuse. C'est-à-dire qu'on a cherché à un moment donné à mettre en mots cette réalité du temps que nous étions en train de vivre, et mettre en mots pas d'une manière prétendant à l'absolu de la compréhension ou de détenir la vérité, mais des mots qui puissent rejoindre chacun parce qu'ils émanaient de cette sincérité en nous. Et c'est ce que j'ai toujours énormément apprécié chez Louis, c'est que c'est quelqu'un que je trouve de profondément inspirant. Je n'ai pas souvenir d'un seul échange ou d'une seule prise de parole qu'il ait faite dont je ne sois pas ressorti avec cette curiosité enthousiaste.
en me disant « Ah mais oui, il y a une autre manière de voir les choses, il y a encore une considération qui peut être riche ». Et justement, dans cette espèce de battement qui est très caractéristique de l'Occident actuel, qui est qu'on a été tellement dans l'intellectualité aride, qui est toxique, hein, le rationalisme morbide dont parle Maffezoli, qu'au fond, on a perdu la beauté de chercher à bien penser les choses. Et au fond, à tel point que pour beaucoup de personnes, la ligne de démarcation est brouillée entre la prise de tête et la pensée inspirante. Alors, on pourra peut-être plus tard revenir sur les neurosciences, parce qu'il y a en fait des distinctions extrêmement claires entre ces deux registres. Ça n'est pas du tout la même chose. Tout comme l'imagination et l'inspiration, l'intuition ne sont pas la même chose. Quand on est dans un vagabondage mental, où on passe un peu du coq à l'âne, ça n'est pas du tout la même chose que d'avoir une intuition claire par rapport à quelque chose qui se vérifie à peu près systématiquement. Mais toujours est-il que je trouve que Louis a toujours impulsé cette qualité très vibrionnante, très féconde, très, un peu ébouriffante par moments. Enfin, lui, il a ce luxe, moi plus. Même si j'ai quelques survivants auxquels je suis très attaché. Je les appelle les survivants, j'ai une grande tendresse pour eux. Ils ont tout traversé, ils ont survécu à tous les coups de vent, à toutes les bourrasques. Mais toujours est-il que voilà, et c'est vrai que j'ai eu l'intuition de ce programme L'accord perdu, retrouver l'accord perdu, parce qu'au fond, alors je n'essaie de ne pas être trop bavard parce que je me réjouis d'écouter Louis, mais cette crise que nous vivons depuis maintenant 6 ans officiellement, mais en fait ça fait bien plus que ça, est-elle sortie de nulle part? Est-ce que ça a été boum, un coup de tonnerre dans un ciel bleu? Je pense que beaucoup de personnes ont eu cette impression. Et peut-être nous-mêmes dans les niches relativement confortables que nous occupions socialement, mais en réalité non. C'est la conclusion logique d'une certaine évolution de société, mais avec un effet d'emballement. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Au moment où j'ai été déchu de toute ma dignité sociale, je travaillais sur un projet absolument passionnant qui s'appelle le Collège de rétablissement. C'est une nouvelle approche des questions de santé, plus spécifique à la santé mentale, mais on peut tout à fait l'appliquer à la santé physique, et où on part du principe qu'au fond, il y a 2 ordres de connaissances majeurs, qui après peuvent se décliner. Il y a le savoir expert, qui est issu d'une démarche scientifique, d'une compréhension des choses, avec des pouvoirs d'agir, notamment techniques. Et puis, il y a une connaissance par expérience que construisent des personnes qui vivent une difficulté particulière. Et le collège de rétablissement, on va créer des binômes avec un professionnel et une personne qui a l'expérience d'une certaine difficulté et qui a réussi à se construire au travers en rétablissement une qualité de santé suffisante pour que ces 2 ordres de connaissances se rejoignent et puissent être mis à disposition de personnes qui ont cette difficulté en particulier. Donc par exemple, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, l'addiction sont des problématiques qui font très peur, et c'est normal parce que ça peut être particulièrement douloureux et difficile à vivre, mais ce que souvent le grand public et la médecine elle-même ont perdu de vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rétablissent et qui peuvent être bipolaires ou schizophrènes ou addicts et retrouver une qualité de vie tout à fait satisfaisante, voire observer la disparition de cette chose qui les avait fait souffrir pendant un moment. Et ce qu'on voit, c'est que quand on assemble le savoir expert et le savoir par expérience, la connaissance par expérience, il y a quelque chose d'encore plus bienfaisant qui se déploie et que ça aide vraiment les personnes qui peuvent être en besoin, qu'elles aient elles-mêmes la difficulté ou qu'elles fassent partie de l'entourage ou qu'elles soient soignantes. Vous voyez, il y a un ordre au fond d'éducation au sens le plus noble du terme qui émane de ça. Et pour moi, c'est l'avenir de la santé. C'est pas qu'on va renoncer à la médecine technique, elle a plein de bienfaits dont Dieu merci, ils existent aujourd'hui, mais il y a toute cette autre part qui est justement ce retour de l'âme dont parlait Louis et qui passe par d'autres chemins. Et donc, on a vu dans les 20 années précédentes à la fois des avancées très marquantes, comme celle-ci, mais dans tous les domaines, la production de proximité, la permaculture, l'éducation ouverte, et puis cette espèce de refermement qui s'est passé d'un coup, et qui, selon les analyses de Michel Maffezoli, correspondent au fond à une tentative désespérée des élites au pouvoir d'empêcher cette marche en avant vers quelque chose de meilleur. Et là, tout se ferme.
Alors on l'a vu dans le domaine médical, avec ces purges, avec cet endoctrinement et cette suppression de toutes les interstices dans lesquels ces utopies pouvaient se dérouler, mais aussi les manières de traiter beaucoup plus prometteuses étaient en train de se développer. Donc ça n'est pas tombé de nulle part, c'est l'espèce de baroud d'honneur désespéré d'élites, ceux qui ont le pouvoir, qui sont déjà en train de perdre l'affaire, mais cette espèce d'inflation délirante d'un modèle inhumain, desséché et totalitaire reflète en fait ce qui était déjà en cours dans notre Occident moderne et qui se caractérise par une perte de contact avec l'âme du monde. C'est ça la pathologie de l'Occident, depuis des décennies et des siècles. Et donc retrouver l'accord perdu, pour moi, c'était ouvrir ce questionnement. Et d'ailleurs, je pense que nous qui sommes rassemblés ici ce soir, cette quête de retrouver un certain accord avec le monde, elle a commencé bien avant le Covid. Parce qu'on a grandi dans une société, dans une culture dont on sentait qu'elle avait perdu un certain enracinement dans l'essentiel, une certaine capacité de reconnaître les choses. Les crises successives depuis 6 ans ne font qu'aggraver le processus de fermeture, mais plus ça devient sombre à l'extérieur, plus il est nécessaire de chercher et de cultiver cet enracinement, parce que sinon on va tomber dans une forme d'hypnose, d'être confronté à la guerre, au massacre, au génocide, avec cette banalisation du mal. Vous avez pu le voir, c'est ça qui est terrible. Le génocide à Gaza, l'euthanasie des personnes âgées dans les EHPAD, la généralisation de l'euthanasie aujourd'hui, tout ça vise au fond à rendre banal l'innommable. Donc, et je termine avec ça, promis, quand Trump raconte à la télé « Mes généraux m'ont dit on pourrait arraisonner ce navire iranien désarmé sur lequel il y a des militaires », puis finalement, ils m'ont dit non, mais ce serait peut-être mieux de le faire couler et de tuer tout le monde. Je me suis dit, ah bah oui, c'est une bonne idée. C'est assassiner 120 êtres humains désarmés. Et ça ne choque plus, ça passe comme dans du beurre. Nous avons débarqué dans une réalité, au fond, où les limites du licite et de l'illicite, et notamment cette part de sacré inviolable, a été laminée, temporairement. Et donc, nous, notre boulot vis-à-vis de nous-mêmes et ensemble, c'est de préserver ces repères fondamentaux et de ne pas accepter qu'ils soient effacés comme ça et de dire non, mais c'est monstrueux de tuer 120 êtres humains désarmés alors qu'on aurait pu arraisonner le navire et les capturer. C'est juste choquant au-delà de toute expression. Il a beau prier avec des pasteurs autour de lui, si c'est ça le christianisme, c'est encore une mauvaise compréhension, je crois, de la chose. Donc retrouver l'accord perdu, voilà, pour faire ce tour de chauffe, c'était cette intention. Et puis je me suis dit, mais qui mieux que Louis peut embarquer dans cette aventure? Et donc on s'est accordé de créer une proposition qui au fond visait à parler de ces réalités de la condition humaine. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Quelle relation on a avec soi-même dans le cours de sa vie? Qu'est-ce que ça fait d'être né de certains parents, dans une certaine famille, dans un certain milieu? Quelle relation on a avec notre corps? Quelle relation on a avec la nature, avec les autres, avec la beauté, Et justement, pour prendre cet espace où on peut mettre en parole et en partage des choses qui viennent de l'âme et qui circulent de l'âme. Et donc voilà, Louis a accepté d'embarquer dans cette proposition et j'en étais ravi. Parce que je crois aussi qu'après 6 ans de critique et d'analyse, et il faut continuer à en produire, il n'y a pas de souci, mais vous voyez ce que je veux dire, on a fait un peu le tour de la question. Après, ceux qui ne veulent pas comprendre, ce n'est pas parce qu'on va leur expliquer une fois de plus que ça va se passer. Et donc se pose vraiment cette question de notre côté, d'entretenir notre santé et cet enracinement dans l'essentiel. Donc voilà, mais j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à cette invitation et d'embarquer dans l'aventure? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je ne suis pas sûr que je vais rebondir sur le bateau iranien et Trump, mais c'est fait, plutôt, peut-être plutôt sur cette question, qu'est-ce qui fait embarquer dans une aventure? J'ai souvent parlé de Joseph Campbell et du héros au 1001 visages, et de ce héros, vous savez, qui est malgré lui est poussé à l'aventure. C'est vrai pour Zachée dans la Bible, c'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour de très nombreuses figures dans les épopées héroïques. La plupart du temps, ils rechignent.
ils rechignent, c'est-à-dire que quand ils sont appelés à l'aventure, ils disent oh, non, je vais dormir encore un peu, non, c'est pas si grave, ça va, bon, on changera bien de président à un moment ou à un autre, bon, les tyrans peuvent pas durer toute l'éternité. Non, non. Et puis malgré eux, au fond, le réel vient les percuter, vient frapper à la porte et leur dire tu dois te mettre en mouvement. Et ça a commencé pour moi pendant le Covid, puisque je regardais mon écran d'ordinateur et je voyais des réanimateurs parler à la télévision et dire c'est terrible, on va tous mourir. Je voyais des trains comme des malades à travers la France pour aller dans d'autres réanimations. Des choses qui sont proprement délirantes. Hein. Enfin, il ne faut pas transporter quelqu'un de ventilé dans un train, même un TGV. Hein. C'est pas bon. Hein. Il faut le garder sur place et le soigner. Et je voyais on mettait en place des protocoles qui n'avaient pas de sens, qui étaient l'inverse de ce qu'on faisait d'habitude. Et puis je me dis, mais il y en a pas un qui va ouvrir sa gueule, merde. Pardon, je suis un peu grossier, hein, mais j'étais grossier à ce moment-là parce que la colère commençait à monter. Et plusieurs fois, je me suis dit, il n'y en a pas un qui va y aller là. Quand il y a un réanimateur qui va parler là. Puis j'ai entendu une petite voix sur mon épaule qui dit, bah s'il n'y a personne, c'est toi. N'attends pas des autres qu'ils fassent ce que toi tu veux. Ah mais on est nombreux à attendre des autres qui fassent ce dont on a envie, non ? Ce serait bien d'avoir un bon président. Bah, commence par prendre le pouvoir. Et ce serait bien d'avoir un bon maire. Bah, vas-y, postule. Ce serait bien dans l'entreprise que l'on soit géré par des gens compétents. Mais très souvent, l'excuse est facile de se réfugier derrière « nous avons un mauvais chef ». Et j'avais déjà vécu ça, étant en charge de coordonner les blocs opératoires et les réanimations dans mon hôpital au niveau de la douleur et au niveau de la qualité. D'avoir constaté, en discutant avec les gens du bloc opératoire, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? On a un mauvais chef, il ne prend pas de décision, les mêmes problèmes reviennent pour l'éternité, etc. Et il ne donne pas d'ordre cohérent. D'accord ? Bon, mais alors, vous voudriez qui comme chef ? On ne sait pas. Et puis, il nous laisse faire ce qu'on veut, il dit à personne. Et donc, vous pourriez faire ce que vous voulez, c'est bien ça ? Oui. Et pourquoi vous ne le faites pas ? Parce qu'il nous faudrait un bon chef. Ah, ok. Toujours cette relégation à l'extérieur de la problématique que je vis à l'intérieur. Et on passe notre vie à vouloir de celui qui est en face de nous qu'il fasse ce que nous devons faire, qu'il pense ce que nous pensons, qu'on arrive à le convaincre, qu'on arrive à le mettre en action, qu'on arrive à l'éveiller. Combien de fois j'ai entendu ces 5 dernières années, on va éveiller les gens autour de nous, on va les convaincre. Vous allez convaincre personne. Vous allez éveiller personne. La seule chose qui marche, la seule modalité éducative qui fonctionne, c'est quoi ? Il n'y en a qu'une. C'est simple, il n'y en a pas 10 000, il n'y a pas 10 000 façons de transmettre une connaissance. L'exemplarité. C'est la seule chose. Il n'y a que comme ça. Vos enfants, vous pourrez leur dire tout ce que vous voulez. Si vous-même, vous passez votre vie derrière votre téléphone portable, à bouffer de la merde et à vous stresser pour le monde, vous aurez beau leur dire non, mais tout va bien, t'inquiète pas, tu feras ce que tu veux, etc. Ça ne marchera pas. Si vous-même êtes pris dans le carcan de vos emplois, de vos relations toxiques, que vous n'arrivez pas à en sortir, que vous les ramenez à la maison en permanence, sans prendre les décisions éthiques qui s'imposent, vous aurez beau dire aux autres, il faut que tu changes ta vie, ça ne marchera pas si vous-même vous ne la changez pas. Là, il y a un impératif qui est posé, il y a une convocation qu'on peut dire héroïque. Ah, mais la convocation héroïque, c'est pas simple. Parce qu'être un héros, c'est sympa, mais dans les livres. Parce qu'en vrai, c'est pas sympa. Il y a une étude très intéressante et très formelle qui s'est intéressée aux lanceurs d'alerte. Et 5-6 ans après le fait qu'ils lancent une alerte sur les pesticides, sur Nestlé, on est en Suisse, hein, pas trop le droit de parler de Nestlé, mais sur les eaux Nestlé en bouteille ou autres, sur les laits infantiles, sur tel ou tel sujet. On leur demande, alors, votre vie ? J'ai perdu mon boulot, ma banque m'a lâché, ma femme est partie, mes gamins ne me parlent plus, ouais, mes anciens collègues me méprisent. Ah bon ? C'est dur ? Ouais, c'est dur quand même. Mais si vous aviez su ça 5 ans avant, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et les lanceurs d'alerte se grattent la tête, et 100% d'entre eux répondent « J'aurais fait pareil. » Ah, mince. Le chemin héroïque n'est pas un chemin confortable, n'est pas un chemin de gloire, n'est pas un chemin de remboursement au centuple de tout ce que vous avez donné. Pas du tout. Pas du tout. Le chemin héroïque est un chemin où vous allez être dépouillé de tout ce qui était ce à quoi vous croyez. De tout ce que Krishnamurti aurait appelé des attachements.
peut-être, dont vous deviez vous débarrasser, de tous les scories dont vous étiez couverts. Et l'enjeu est peut-être qu'au fond, vous allez trouver le diamant multifacette qui était caché dans sa gangue de charbon. Que sous la fange que vous êtes, non, c'est une blague, à l'intérieur, il y a un lotus prêt à pousser. Il y a quelque chose de magnifique en gestation. Mais est-ce que vous l'avez dégagé de tout ce qui l'empêchait de respirer, de tout ce qui l'empêchait de voir la lumière? Et ce dégagement-là correspond à perdre l'accord. Ah, il y a une ambiguïté. Parce que là, quand on vous dit perdre, retrouver l'accord perdu, ça sonne comme une promesse de l'aube, demain on rasera gratis, on retrouvera l'âge d'or. Avant c'était bien quand même, hein. C'était mieux. Et donc demain il faut que ce soit comme avant. Que nenni. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il va d'abord falloir tout perdre. Je vous ai cité Zachée, Samuel qui hésitait à l'appel, mais Saint François d'Assise, c'est la même chose, pour ceux qui connaissent son histoire. François Bernardone est le fils d'un riche drapier de la ville d'Assise, qui est une ville très particulière et où je vous invite à aller, une sorte de Mont-Saint-Michel, mais terrestre, qui se dresse comme un lieu d'énergie très particulier en Italie. Et François Tscheng, qui est académicien en France, a fait un très beau livre sur François et sur Saint François. Et vous savez que Saint François a une résonance très particulière, même en dehors des chrétiens. Plein de gens qui trouvent que ce saint est un peu plus saint que les autres, peut-être. Il a un truc un peu particulier. Et Saint François, donc, qui n'est pas saint à cette époque-là, lui, il cherche plus grand. Il cherche plus gros, plus fort, plus beau. Il cherche la transcendance. Alors, il va partir à la guerre. Il veut devenir un croisé. Et vous savez qu'il ne va même pas jusqu'à 50 km d'Assise, quoi. Qu'il tombe malade, qu'il se blesse... et qu'il est rapatrié de manière minable jusqu'à chez lui, quoi. Qu'il met du temps à s'en remettre, il devient chétif. Puis après, il se dit qu'il va trouver sa rédemption ou son élévation, son illumination dans le commerce des femmes, dans la séduction. Et donc, il va se mettre à avoir une vie mondaine, à rencontrer de très nombreuses autres personnes, à essayer de les charmer, à sortir le plus beau de l'apparat, en arborant les beaux draps de son père, qui est drapier. Puis au bout d'un moment, il entend une voix qui lui dit « Viens et reconstruis mon église ». Ah, c'est Dieu qui lui parle, hein. Bon, chacun son truc, hein. Peut-être pas chrétien, mais voilà, dans le christianisme, c'est Dieu qui lui parle. Ce moment-là a un nom très précis en histoire des religions. Le moment de l'irruption du sacré dans le monde profane. Parce que c'est vrai dans le christianisme, mais c'est vrai partout, hein. Ça peut être chez les chamans, ça peut être... Il y a l'irruption du sacré dans le monde profane. Ça s'appelle une hiérophanie. H-I-E-R-O. Quelqu'un aura peut-être l'étymologie parmi les hellénistes présents. Mais c'est l'irruption du sacré dans le profane. Ça peut s'appeler le buisson ardent dans l'Ancien Testament, ça peut s'appeler la survenue quelque part du divin. L'appel héroïque a toujours à voir avec cette hiérophanie, avec la survenue de quelque chose de sacré dans l'espace profane. Vous étiez dans une vie quotidienne où tout allait bien. Jean-Dominique nous l'a décrit. Moi, j'avais un statut social, un métier dont je pouvais me vanter. Mes enfants, à l'école, pouvaient dire profession du papa, enfin du parent 1 maintenant, profession du parent 1, médecin réanimateur. Hein, ça claque. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je réanime les gens. Voilà. Et là, il se trouve que depuis 5 ans, ben non, il y a une grosse claque. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Je sais pas, il est en Suisse, là, enfin, chez Liliane, je sais pas, et après, Mémadou, enfin, voilà. Il va parler de quoi? Je sais pas trop, c'est un peu nébuleux, quoi. C'est pas un tuto, il n'y a pas marqué c'est comme ça qu'il faut faire, pas autrement, il n'y a pas marqué regardez-vous dans la glace 3 fois en posant la bonne question, et puis demain, c'est bon, vous serez heureux. Non. Il ne pourra que partager son expérience de cette convocation héroïque qui a été faite, qui est venue abraser l'ensemble de sa vie et l'a mis sur un nouveau chemin. Une bifurcation par rapport à l'attendu. Comme François, parce que François reçoit cet appel et il y répond. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'au début, reconstruire l'église, c'est donner de l'argent au prêtre d'à côté. Donc il pique dans la caisse de son père et il donne de l'argent au prêtre d'à côté pour reconstruire la chapelle de Bas d'Assise. Mais c'est pas ça. Son père lui fait un procès. L'accord est perdu. C'est le fils de famille, il devait reprendre le magasin. Et il ne reprendra pas le magasin. Et il va faire autre chose. Et il lui fait un procès, et ce procès public à Assise se conclut par le fait que François dit « Très bien,
à un moment, pendant longtemps, les enfants permettent les parents permettent aux enfants de se nourrir. Puis il y a un moment où les parents empêchent les enfants de se nourrir. À ce moment-là, ne pas lutter, ne surtout pas lutter. Partir. Et François décide de partir. Il plie ses habits, se retrouve tout nu sur la place d'Assise. Il les donne à son père et dit « Je te rends tout ce que tu m'as donné. Je m'en vais. » Il faut comprendre qu'une partie de l'épopée héroïque de ce qui se vit aujourd'hui, c'est ça. Et que, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais que vous le vouliez ou non, ça va vous arriver. Si ça ne vous est pas déjà arrivé, hein. Peut-être que certains sont déjà des héros. On est tous héros à notre mesure. Hein. Moi, il y a des zéros même, hein, comme moi. Voilà. Mais ça va arriver. Parce que l'ensemble du monde dans lequel nous sommes pris, tel que nous l'avons structuré, tel que nous l'avons ritualisé, tel que nous l'avons dogmatisé, est en train de s'effondrer. Et donc partir de ce monde-là n'est pas une option, c'est la seule option. Vous voyez, j'ai bien fait de le choisir pour ce programme quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une parole incarnée. Hein, quand je vous disais qu'on a perdu cette différence entre la prise de tête et les compréhensions éclairantes qui nous font respirer au large et nous donnent envie de partir vers l'aventure. Et au fond, moi je fais une lecture de ce qui nous arrive très inspirée d'une autre considération de Michel Maffezoli en anthropologie politique, où lui relève que les civilisations et les sociétés passent par des moments d'accord, où au fond, entre la puissance instituante qui est celle du peuple et les pouvoirs institués, il y a un accord qui se crée. Parce que les pouvoirs sont au service, même si le pouvoir corrompt et que nul n'est jamais totalement intègre, enfin, dans l'ensemble, au service de ce qu'on appellerait le souverain en Suisse, c'est-à-dire le peuple, et qu'il n'y a pas de grande déviation. Et donc il y a un accord dans la société. Et puis il y a des moments de décadence où les pouvoirs institués trahissent la confiance du peuple en privilégiant leurs propres intérêts ou leur propre idéologie. On l'a bien vu en France avec la manière dont la représentation nationale et les gouvernements se sont assis sur le référendum de 2005 par rapport au traité européen, où on voit que la classe politique a piétiné le vote populaire pour l'effacer. Et ça, c'est typique de ce décalage qui se crée entre le pouvoir institué et la puissance instituante. Et évidemment que le problème, c'est que le pouvoir institué devenant délirant et toxique est obligé pour sa propre survie de capter de plus en plus le pouvoir pour pas qu'on le lui retire et qu'il se retrouve dépouillé de ce qui a le plus d'importance pour lui. Et au fond, il y a une espèce d'emballement systémique qui est celui dans lequel nous sommes, y compris en Suisse. En France, ça fait longtemps, vous avez l'habitude. Mais nous, on a vécu dans cette espèce de fiction d'une vie politique assez bonasse, où les conseillers fédéraux prennent le tram à Berne et croisent les citoyens, et qu'ils sortent de la société civile et ils y retournent après, où finalement tout le monde est bien intentionné. Bon, ce qui a toujours été un gros mensonge en ce qui concerne notre pays, mais enfin, au moins, on était tenté d'y croire pendant un certain temps. Là, pour y croire encore, il faut quand même avoir une certaine distorsion de la comprenure. Mais ça va très loin. Et tu vois, quand tu disais, vous plaignez du président, mais présentez-vous. Ben là, je suis désolé d'être en désaccord avec toi, mais aujourd'hui, seuls des pervers de la pire espèce peuvent avoir la moindre chance d'être élus. Parce que systémiquement, tout le cursus pour arriver à ces positions réclame que vous soyez le dernier des salauds. Donc en fait, c'est même un système qui génère une espèce d'homéostasie en veillant à ce qu'il ne puisse pas être remis en question par quelqu'un d'intègre, qui par définition n'aurait aucune chance d'y arriver. Donc on est collectivement dans ce moment, qui évidemment est extrêmement déplaisant, inquiétant, on peut multiplier les épithètes, mais qui, du point de vue de Maffezoli, à qui je tente à faire confiance, étant donné sa sagacité dans le fait de humer non seulement la surface des choses, mais les courants souterrains qui les travaillent, n'est pas tenable. Donc,
ça va de toute manière trouver une résolution à un terme qui ne sera pas celui de 30 ou 50 ans. Ça va se passer inévitablement avec de la violence, de manière inattendue. Enfin, nous verrons. Mais toujours est-il que je trouve qu'il y a dans notre vie intérieure quelque chose qui reflète cette dialectique du pouvoir et de la puissance. Et dans un monde qui est suffisamment honnête, qui est suffisamment ouvert d'esprit, suffisamment intéressé au bien commun, il existe dans les institutions, les entreprises, les ONG, tout ce que vous voulez, des modalités pour permettre quelque chose qui vient nourrir le collectif. Ça m'a beaucoup amusé ton histoire du chef parce que j'ai fait pas mal de supervision d'équipe et une équipe de cadres infirmiers m'a expliqué un jour que dans une équipe, il y a eu une vacance au niveau de la responsabilité de chef d'équipe infirmière qui a duré pendant une année. Et donc, l'équipe infirmière n'a plus eu de chef pour dire « toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu prends tes vacances ici, non ça c'est pas possible, oui ça c'est possible ». Et que du coup, ils sont entrés dans un système de négociation extraordinairement souple. C'est-à-dire que si tout d'un coup, j'avais un empêchement, envie de faire quelque chose, je négociais avec quelqu'un, tu prends ce week-end, moi je te remplace pendant l'été quand tu as envie de partir, etc. Et qu'au fond, ça se passait remarquablement bien jusqu'au moment où un nouveau chef a été nommé, qui est arrivé, qui a dit il faut que je prenne mes marques et que je leur fasse bien sentir que c'est moi le chef. Et là, c'était complètement foutu. Alors, ça souligne une autre chose. Je travaille un peu en éventail, je m'en excuse, mais qui est qu'on voit une autre caractéristique dans notre monde, alors c'est le vieil anarchiste qui parle, mais qui est la manière dont les règles se substituent à la conscience. Parce qu'en fait, c'est une vérité humaine que quand il y a une conscience suffisante, il n'est pas tant besoin de règles, parce que les choses coulent de source. Alors qu'en l'absence de conscience, on est obligé de multiplier les règles, les règlements, les lois, les normes, les chartes, précisément parce que ça ne tient plus par soi-même. Donc là, cette équipe infirmière, elle avait trouvé une manière de fonctionner harmonieuse en l'absence de règles. Il n'y avait pas besoin de formaliser le bricolage sain et fonctionnel, parce que tous étaient très heureux de cette disposition. Par contre, au moment où la structure hiérarchique est revenue en place, et observer comment notre société est une société de l'encombrement. Raoul soulignait qu'il n'y a pratiquement plus de producteurs dans notre société. 80% c'est du tertiaire, et pour l'essentiel du tertiaire inutile. Du tertiaire qui génère de l'emmerdement inutile, avec des contrôles qui sont en permanence en train de venir vérifier que l'emmerdement a bel et bien eu lieu. On le voit aussi sur le plan de la politique locale. Je suis frappé à quel point aujourd'hui les responsables politiques cherchent à emmerder la population. On entrave tout ce qui fait qu'il est confortable d'habiter une collectivité, et on le fait à dessein. C'est pour des raisons morales, le réchauffement climatique, la lutte contre ceci, la lutte contre cela. Mais le résultat des courses, c'est qu'il y a ce pli qui a été pris, que quand on est dans une position de pouvoir, on a celui d'emmerder les autres. Et là, vous comprenez où ça se joue. C'est qu'il n'y a plus de puissance. Donc tout ce qui reste, c'est le pouvoir de nuisance. Et au fond, quand il y a des inflations de pouvoir comme celles qu'on voit aujourd'hui, il y a un rétrécissement ou une disparition de la puissance. Quelle puissance a Macron ? Zéro. Il a uniquement le pouvoir d'emmerder et de pousser la société dans une direction qui est mauvaise. Mais il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force de vie. Donc si on ramène ça à un échelon individuel, nous sommes de plus en plus dépouillés de tout pouvoir. Donc dans la réalité extérieure, par contre dans la réalité intérieure, il reste le pouvoir de dire non. Et c'est ce que nous avons tous fait. Depuis le début de la crise Covid, nous avons dit non. Comme les lanceurs d'alerte ont dit non. Pourquoi, comment ? Je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas, dans mes prises de parole très précoces, pour moi, il était évident qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était une question d'intégrité, c'était une question de respect des valeurs auxquelles je crois, et pour moi, il était inconcevable de ne pas ouvrir ma gueule face à une manipulation grossière visant à terroriser la population sous des prétextes fallacieux et des informations fausses. Et comme Louis, moi franchement, je regardais où étaient les collègues, et il y en a d'autres qui auraient été bien mieux placés que moi pour le faire, sauf qu'aucun d'entre eux n'est sorti du rang pour le faire. Mais dès lors, on ne réfléchit pas 2 secondes. C'est comme quand on est à bord d'un navire et qu'il faut prendre une décision en haute montagne. Tu sais pourquoi tu prends ta décision et tu y vas, quels qu'en soient les coûts.
Alors ça dit, par rapport à ce que tu as nommé de ce destin tragique des lanceurs d'alerte, moi j'ai quand même eu cette petite étincelle, je me suis dit, ok, je suis d'accord de prendre ces risques et d'assumer les conséquences, mais je ne veux pas me laisser mettre dans cette position. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir me recréer d'une autre manière, qui me rende totalement indépendante du monde extérieur. Et comme j'avais déjà le projet de faire des programmes de formation, adressé à des personnes. Au fond, j'avais toutes les cartes dans mon jeu pour aller dans cette direction, mais je sais qu'intérieurement, ça a été vraiment quelque chose de très clair pour moi. Oui, je veux bien prendre les risques, les coûts, tout ce que vous voulez, mais pas d'être annihilé socialement comme résultat de ça. Je me dois à moi-même et aux gens que j'aime de pouvoir me réinventer dans une autre direction. Alors, dans tout ce qu'on évoque ici, il y a effectivement ce bousculage du réel, et vous l'avez tous vécu, je veux dire, si on est réunis ici, c'est que vous aussi, vous avez eu votre part à ça, du fait de dire non au fait de se faire injecter, du fait de dire non, de croire à la propagande, et on sait à quel point l'accordage social est important, l'acceptabilité de voir les choses comme les autres est très fondamentale pour l'être humain. Dès que vous vous différenciez, dès que vous vous distinguez, dès que les autres ne vous reconnaissent plus dans vos choix, il y a un prix extrêmement élevé à payer, mais c'est le départ de l'aventure héroïque. Le départ de l'aventure héroïque, c'est le moment où on sort de ce qui est attendu, de ce qui est prescrit, de ce qui est normal, pour assumer ce destin singulier de dire non, je prends une autre voie, parce qu'il y a quelque chose en moi de plus grand que moi-même qui me l'intime et que je trahirais tout ce qu'il y a de plus sacré pour moi si je ne suivais pas cet appel. Et là s'ouvre ce chemin absolument passionnant qui passe évidemment pour nous par la perte de plus en plus grande, de plus en plus de pouvoir, mais avec en contrepartie, vous savez que c'est le jeu de la vie, hein, pour qu'il y ait un gain, il faut qu'il y ait une perte. Ma petite dernière vient d'avoir 18 ans et c'était très chou parce qu'à la fois elle est très contente, à la fois elle me disait mais je suis triste de ne plus être une enfant. Et je lui expliquais à quel point l'ambivalence est un signe de santé psychique. C'est ça la vie, c'est ça ces passages. Pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose et il faut se laisser vivre le deuil de la perte de quelque chose. Et donc, dans cette voie héroïque, effectivement, nous avons été déchus de respectabilité, de pouvoir. Nous sommes pris actuellement dans un engrenage terrifiant, mais avec, à mon sens, comme responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, de nous concentrer sur le gain de puissance qui peut aller en même temps. Parce que de toute manière, aux âges qu'on a, on n'est quand même pas tous de prime jeunesse dans cette salle, je crois qu'on a quand même compris que rien de ce monde ne pourra jamais étancher notre soif la plus profonde. Et qu'autant on peut vivre des expériences plaisantes, et il est important de le faire, Dieu merci, autant il y a en nous une aspiration qui dépasse ce que la matérialité de ce monde est capable de nous donner. Et donc il n'y a que dans cette dimension de l'âme ou de l'absolu ou des valeurs profondes que quelque chose peut se vivre qui soit à la mesure de cet appel à l'intérieur de nous, et que c'est précisément le mur au pied duquel le genre de situation dans lequel on se retrouve nous place aujourd'hui. Et vous voyez, je fais une dernière association avant de repasser la parole à Louis autour du conflit au Moyen-Orient, parce que quand même il est à nos portes, on le regarde. Dieu sait si vous le devinez, étant un anarchiste profond, je ne suis pas non plus un fan du régime iranien, mais je trouve extraordinaire la droiture et la maîtrise dont ils font preuve face à un Occident qui est juste mais complètement azimuté, délirant, menteur, manipulateur, trompeur, génocidaire, inhumain, etc. Il y a du côté du régime iranien, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui tient. Vous voulez me tuer? Aucun souci, allez-y. Qu'est-ce que ça changera? Il y a quelque chose qui tient debout. Ça me rappelle beaucoup ce qu'Alexandre Solzhenitsyn avait dit par rapport à la décadence de l'Occident. Il disait « Vous ne savez plus pourquoi vivre parce que vous ne savez plus pourquoi vous seriez prêt à mourir. » Et si on est un être humain, il faut qu'il y ait quelque chose quelque part pour lequel on soit prêt à mourir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y précipiter. La tentation du martyr est peut-être romanesque, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Mais il faut que soit clair à l'intérieur de nous un endroit sur lequel nous ne céderons pas. Parce que c'est à partir de cet endroit que la dignité peut exister et que quelque chose peut circuler entre nous
qui va précisément faire vivre cette puissance. Donc je trouve extrêmement intéressant, parce que ça rejoint tellement de patrons mythiques et narratifs, mais au fond nous sommes vraiment dans une kénose, nous sommes dans un abaissement, dans une perte d'à peu près tout ce qui faisait notre sécurité et notre confort socialement, mais j'ai l'impression que le gain qui s'invite en nous est tellement plus essentiel que comme ces lanceurs d'alerte, 5 ou 6 ans après, je ne sais pas si aucun d'entre nous aura des regrets quant au fait d'avoir pris cette position, et au contraire, on se sent invité à être de plus en plus ferme, de plus en plus vibrant, de plus en plus connecté à cette dimension qui, au fond, nous donne une respiration de l'être qui n'existe pas dans une société désenchantée, matérialiste et in fine nihiliste. Merci Jean-Dominique. Il y a plein d'éléments passionnants et j'aimerais revenir sur plusieurs points. Mais avant, peut-être juste vous proposer, peut-être qu'on est à peu près au milieu de... Si vous avez envie de vous étirer, de bâiller... Parce qu'on parle d'accords perdus et à retrouver l'accord au corps, quelque part, à la sensation de nos membres, de nos phalanges, etc. Ça peut être à la fois très douloureux et très délicieux. Et vous imaginez un bébé qui découvre sa main qui bouge. J'ai décrit avec Jean-Dominique cette expérience étrange d'avoir vu ma fille à 2 mois être en train de jouer avec ses doigts comme ça. Les connexions synaptiques devaient être en train de se mettre en place. Puis par un faux mouvement mettre ses 2 doigts dans son nez comme ça. Et vous savez que les tout petits bébés ne respirent qu'avec le nez. Et donc elle était là, en train de devenir bleue et ne trouvant pas dans la panique le bon mouvement à faire pour retirer ses doigts de son nez. Donc c'est là que je suis arrivé et que j'ai retiré ses doigts de son nez. Et elle a débleui. Je me suis dit, disons, c'est fragile la petite bête là. Juste un faux mouvement et ça peut canner quoi. Mais pour vous, juste cette petite joie ingénue du contact avec le corps et à quel point c'est susceptible de nous recharger les batteries. C'est très important d'avoir ces moments-là où on quitte la tête et on revient dans le corps. Ça peut être par la musique, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par le yoga, ça peut être par le rire, ça peut être par plein de façons différentes, ça peut être par les câlins, la rencontre. Mais d'accepter que nous sommes des êtres incarnés, pas seulement des esprits, pas de purs esprits, qu'il y a quelque chose à faire ici et maintenant, là, les 2 pieds dans la fange du réel. Ouais, c'est difficile, on aimerait avoir la tête dans les étoiles en permanence. Pourtant non, nous sommes là les 2 pieds dans la merde. Et c'est précisément ce qui arrive aux ordres monastiques à la fin de l'Empire romain. L'Empire romain se meurt, le cursus honorum est entièrement défini, on va devenir consul, puis proconsul, puis je sais pas quoi. Tout se paye en sesterces, tout se monnaie, rien n'est gratuit à Rome. Les colonies sont asservies, étouffées, pressurées, des Ponce Pilate règnent partout, divisent les ethnies entre elles pour maintenir le pouvoir. Les Judéens contre les Galiléens, les je sais pas quoi contre les je sais pas quoi, contre les Samaritains. Tout est bon pour maintenir le pouvoir central. Ça vous rappelle quelque chose ? Enfin, aujourd'hui, les empires ou les hégémons se maintiennent de la même façon, en nous divisant, y compris à l'intérieur d'un propre pays. Vous avez déjà réfléchi à pourquoi la Belgique avait 4 langues, 4 parlements différents, et tout était fait pour que les gens ne se parlent jamais. Vous avez déjà réfléchi à pourquoi le Canada faisait tout pour que les Québécois ne rencontrent pas les anglophones. D'ailleurs, ça a été très inquiétant pour le pouvoir canadien, ce moment où des anglophones et des francophones se sont mis à danser ensemble à Ottawa. Vous avez peut-être le souvenir de ce moment des truckers. En tout cas, pour les Canadiens, ce souvenir est très fort. Parce que là, par moins 30, c'est le Canada, par moins 30, les gens ont dansé dans la rue en se serrant dans les bras. On apportait à manger aux camionneurs qui maintenaient leurs camions dans Ottawa. Et c'était la première fois que des anglophones et des francophones retrouvaient l'accord perdu. Ok, je vais revenir sur cette notion d'accord perdu et cette notion de pouvoir et de puissance pour essayer de les expliciter un tout petit peu plus. Il y a chevillé au cœur de notre culture commune cette idée de l'accord perdu, par l'idée même de la chute du paradis. Vous savez que dans notre histoire biblique commune, quelles que soient nos religions monothéistes ou maintenant les gens qui seraient athées, en tout cas notre fond culturel chrétien et avant ça de l'Ancien Testament, il y a cette idée qu'à un moment ou à un autre,
Adam et Ève qui étaient dans le paradis, ingénus, à poil, tranquillement, vivant le simple bonheur parfait de l'inconscience, saisissent le fruit de la connaissance du bien et du mal et sont chassés du paradis. Et condamnés à errer sur la terre. Mince, ils sont chassés. Ça a donné lieu à des poèmes, un qui est très connu, d'un poète qui s'appelle Milton, qui s'appelle Paradise Lost, le paradis perdu, et qui a nourri, au fond, une très grande partie de l'imaginaire collectif et de toutes les narrations qui ont été faites. Ce moment où vous êtes chassé du paradis. À tel point que ce moment où on est chassé de l'Éden va correspondre aussi au fait d'être chassé de la matrice maternelle. Vous êtes accouché. Vous étiez en parfaite osmose à l'intérieur de votre maman, tout allait bien, je l'ai raconté plusieurs fois, vos battements en rythme avec celui de votre maman, la lumière rose tamisée, 37 degrés, un petit bain, tranquillou, vous flottez, nourri par perfusion ventrale, vous pouvez appuyer sur le ventre comme ça, jouer, on vous dit des petits mots gentils, vous entendez des petits choupidous toute la journée, tout va bien. Et un jour, la grande chasse d'eau arrive, bam, la piscine se vide. Que se passe-t-il? Et la naissance est une expérience extraordinairement traumatisante quand on l'imagine. Aucun d'entre nous ne s'en souvient. Si vous avez un souvenir, je suis preneur. Hein. Mais quand on est en salle d'accouchement, et ça m'est arrivé en tant qu'anesthésiste en maternité, on voit ce petit bout d'homme qui arrive et dans des cris, des contractions de l'utérus. Votre maison est en train de se replier sur vous, hein, quand même, et de se contracter très fort, en vous comprimant de tous les côtés. Hein. Vous avez beau être un morceau de chamallow, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avais un 5 pièces, il se transforme en studio. J'ai l'impression d'être à Paris, quoi. Petit à petit. Et vous êtes chassé de ça. Cette chute arrive, et ensuite vous avez l'éclairage brutal des néons de la salle d'accouchement, la gueule d'un inconnu qui est le maïeuticien, la sage-femme ou l'obstétricien, qui parfois brandit des pinces avec lesquelles il vous a saisi la tête si vous avez eu droit à des spatules ou des cuillères. Et puis quelqu'un se jette sur vous et coupe le lien qui vous reliait à votre mère. Incroyable quand on y pense. Et à ce moment-là surgit le premier cri. Et toute la circulation sanguine s'inverse, le foramen ovale perméable se ferme, le canal artériel se ferme, plus rien ne fonctionne comme avant. Et vous allez très vite avoir faim. Parce que tout ça, c'est du goulot, mine de rien. Adam et Ève chassés du paradis, le bébé chassé de la matrice maternelle. L'adolescent foutu dehors de chez ses parents. Mais la vie entière n'est qu'une suite d'accords perdus. Vous passez votre temps à être chassé d'un état à un autre. L'enfance de ta fille ne durera pas pour l'éternité. Peut-être vous avez des enfants qui s'accrochent à l'enfance, hein, ils ont 35 ans, ils sont encore chez vous. Tu te casses. Quand est-ce que tu vis ta vie? Et c'est une vraie anxiété pour des parents qui ont des enfants handicapés, par exemple, qu'ils aient une trisomie 21 ou d'autres choses. C'est qu'est-ce qu'il va devenir quand je ne serai pas là? Comment il va vivre quand je ne serai pas là? Parce qu'il faut qu'il vive. Vous savez que c'est vrai chez nous, petits humains, mais c'est vrai chez les parents des oiseaux qui vont faire partir leurs enfants du nid. Hein. Allez, tu vas voler, tu vas y arriver, vas-y, il va y arriver. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Et ils tombent, ils en meurent. C'est très dur. Et il y a un moment où il y a cette espèce de confiance infinie dans « il faut que ça se passe ». De toute manière, il faut que ça se passe. Ce schéma que je vous décris là, d'un accord perdu systématiquement, il se double dans le même mouvement du corollaire, retrouver un autre accord. C'est un couple, comme vous savez, ces couples cinétiques qu'on nous décrit en physique quand on est jeune. Il y a un double mouvement. Il y a une sorte de yin et yang, de Tao. Vous avez envie de vous casser de chez vos parents. Vous allez renouer avec d'autres accords. Vous allez avoir une mèche comme ça. Voilà. Un poster de The Cure ou je ne sais pas quoi chez vous. Vos parents vous ont jamais parlé de ça. Vous allez dire wesh wesh ou une expression quelconque du coup. Le du coup, vous savez, il y a beaucoup de du coup, c'est devenu... Avant, il y avait mais où est donc Ornicard. Maintenant, il y a du coup. Voilà. Ça simplifie, hein, cela dit. Moins de coordination, non plus simple. Du coup. Donc, votre jeune, il amène des langages, des expressions, des musiques, des choses, etc. Il peuple sa chambre d'éléments de reconnaissance.
Mais tous ces éléments qui sont dans la chambre sont des sortes de blasons, au sens de l'héraldique, vous savez, c'est marqueurs d'une lignée. Une barre de gueule, trois dragons, je sais pas quoi, la clé, vous avez tous vos blasons dans vos différents cantons là. Ils veulent dire quelque chose, ils signifient une appartenance. Ben, c'est pareil, l'enfant, quand il quitte l'appartenance parentale, va lui en chercher d'autres. L'industrie l'a bien compris, hein, d'ailleurs. Ils vont fournir des repères d'appartenance très importants pour que l'enfant, le jeune, s'y identifie. Et pouvoir lui fourguer tel ou tel CD, ou des clopes, ou ce que vous voulez. Non, mais ce que je vous décris là encore, ça a un nom. Hein. Ça a un nom, c'est très précis. C'est très codifié dans les savoirs universitaires. Ça s'appelle une épreuve initiatique. L'épreuve initiatique, c'est que vous êtes séparés, puis reliés à autre chose de plus grand. Vous étiez dans les jupes de votre mère, vous aviez le droit d'entrer dans le gynécée, vous étiez le petit Kirikou en Afrique, vivant à poil, dans l'ingénuité totale. Et puis il y a un moment où vous allez devoir passer l'épreuve initiatique. Il va falloir se préparer. Le chaman bienveillant va vérifier que vous y êtes prêt. Mais il y a un moment, ça va venir. Et cette épreuve initiatique va toujours consister à se confronter à la souffrance et à la mort à frottement dur. Voilà, c'est simple. L'épreuve initiatique, c'est la confrontation au deuil, à la mort et à la souffrance à frottement dur. C'est pas doux, c'est pas gentil. Non, c'est un accouchement, on y va. Le travail est en place. Travail, c'est 8 heures, hein, et puis c'est d'un coup, ça démarre, c'est parti, quoi. C'était, ça y est, c'est 9 mois, bing, c'est parti. Ça surprend tout le monde, hein. Ça fauche au vol la maman à chaque contraction. Oula! Ah d'accord, c'est ça qui m'arrive. Et c'est malgré moi, c'est dans mon corps, mais je ne sais même pas quoi en faire. Il n'y a pas de contrôle. Ah, vous ne pouvez pas contrôler et prédire une épreuve initiatique. Vous devez ressentir et vous y ajuster. Très différent. C'est deux façons d'envisager le monde très différentes. Il va falloir se couler dans ce qui est en train de se passer. Ok, épreuve initiatique. L'enfant est enterré pendant 3 jours, il doit partir pendant 1 semaine dans le bush et survivre avec des fourmis, il va dans la forêt, il est pendu par les pieds, on lui accroche les tétons avec des crochets sur un piquet central, il doit tirer pour s'en arracher. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Une épreuve initiatique qui symboliquement va définir l'arrachement, l'accord perdu et la solitude. Personne ne sera avec toi sur ce chemin. Le chaman bienveillant sera avant, après, mais pendant, il n'y a que toi, et toi seul. Je reviens sur cette idée d'histoire de puissance et de pouvoir. Jean-Dominique, reprenant Michel Maffezoli, vous a parlé de puissance instituante et de pouvoir institué. La puissance, c'est ce qui forge le monde. Chez les Gitans, il y a une figure très très centrale de la puissance, c'est la forge. La fragua en espagnol. La forge, c'est l'endroit où vous tapez sur le feu vif pour faire sortir du métal de la terre et faire des outils, ce qui est profondément le travail de l'humain. Donc la forge est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le monde des Gitans, où se passe la puissance, où se passe la transformation de la matière vile en quelque chose d'utile au monde. Le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir institué, lui, c'est dans les hiérarchies telles qu'elles existent de notre monde, vous avez pris un badge, vous avez pris un galon. Je suis professeur, je suis médecin, je suis militaire, général, vous avez un badge. Et vous avez des galons qui définissent où est-ce que vous êtes classifié dans le monde. Cette classification définit un certain nombre de pouvoirs. Très souvent, les gens interprètent ces pouvoirs comme des pouvoirs sur l'autre. Si vous êtes flic, vous avez le pouvoir sur les honnêtes citoyens de les faire chier. Mais vous prenez un flic aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir de faire respecter la paix et l'ordre. Non, il ne peut pas, hein, il va à Annemasse. On m'a dit qu'Annemasse c'était chaud. Hein. J'ai compris que c'était un peu les quartiers nord de la Suisse. Je vous rassure, pour moi c'est tranquille. Hein. Moi je suis à la gare, à pied, doigt dans le nez. Hein. Il y a un thermostat de la violence qui n'est pas exactement le même, je pense. Suisse versus Marseille. Venez faire un stage. Et puissance, pouvoir sur, pouvoir de. Pouvoir sur l'autre, pouvoir de faire quelque chose dans le monde, pouvoir de contribuer, pouvoir... Et là, il y a un vrai choix à faire.
Mais ce pouvoir-là, il va se borner à reproduire à l'identique la structure hiérarchique. Vous êtes professeur à la fac ou à l'école. Vous n'êtes pas là pour enseigner que la guerre de 14, c'était peut-être bien plus complexe que l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, hein, et le jeu des alliances. Vous n'allez pas expliquer des trucs compliqués sur les banquiers, tout ça. Non, non, non. Vous allez redire la même chose. Vous êtes flic, vous n'êtes pas là pour... ouais, c'est bon, vous pouvez passer, ça va. C'était orange-rouge, c'est bon. Ouais. Non, vous allez dire, non, je vous verbalise. Voilà. Vous pourriez peut-être détourner, mais de moins en moins. Et vous allez garder votre pouvoir si vous dites exactement la même chose qu'avant. Ça vous indique, plein de gens ont dit, mais pourquoi les médecins n'ont pas réagi pendant le Covid? Parce qu'ils voulaient garder leur pouvoir. Il fallait garder les avantages acquis. Il fallait continuer à dire exactement la même chose que ce que disait la doxa. Parce que si vous disiez autre chose, vous allez perdre vos pouvoirs. Jean-Dominique vous l'a dit. Vous allez être exclu, vous allez perdre l'accord. Vous allez être accouché à quelque chose d'autre. Une société qui va bien, elle a une juste tension entre le pouvoir et la puissance, et surtout elle a des espaces de recréation de puissance. Je vous donne un exemple. À l'université, il y a des professeurs qui enseignent, et puis il y a des chercheurs. Ces chercheurs, ils vont chercher autre chose. S'ils font juste que poursuivre la prolongation tendancielle de ce qu'on sait déjà, qu'ils font leur épreuve de titre, qu'ils font leur carrière, ils ne trouvent rien, ça n'a aucun intérêt. Non, un chercheur, il faut qu'il soit un peu foufou. Puis quand vous étiez dans les années 60, sur les 70, sur le campus de Grenoble, vous regardiez la gueule des chercheurs, ou c'est pareil ici, vous voyez des mecs, vous disiez, tiens, il a un grain. Et vous aviez des gens qui allaient voir plus loin. Et parfois, ils voyaient à travers vous, quoi, tellement ils ne voyaient pas le monde de la même façon que vous. Ça, c'est intéressant, parce que eux, on va les autoriser à aller chercher plus loin quelque chose et à le ramener au groupe. Mais c'est pareil en musique. En musique, quand vous y pensez, il y a les musiques traditionnelles, on entonne le même thème, etc. Puis à un moment, vous convoquez le soliste. Et le soliste, lui, vous l'autorisez à aller un poil plus loin. Pas trop. S'il va trop loin, il est perdu. Là, l'accord est définitivement perdu. Il est tellement perdu que c'est comme, vous savez, ces spationautes reliés à la capsule, là, par leurs trucs, ils sont avec leurs petits machins comme ça, dans l'espace tout noir. Et puis, imaginez qu'à un moment, ils rompent le lien, ceux-là. Mais s'ils rompent le lien, c'est l'angoisse de plein de gens. Ça a été mon angoisse de l'enfance. Après avoir vu quelques films, genre Star Trek et tout, je me suis dit, mais quelle horreur, dans l'espace tout noir, sans oxygène, la barre d'oxygène qui baisse, le froid interstellaire, l'immensité, et puis pas de gravité, tout qui tourne, et puis la navette qui s'éloigne, et aucun moyen d'y revenir. Ça, c'est ça, le lien qui est coupé, l'accord perdu. Vous l'avez l'image? Ouais. Et... c'est ça, l'accord perdu. Donc, il ne faut pas que le soliste de musique il aille trop loin, sinon il est perdu. Il joue que pour lui-même et puis il va finir par en crever. C'est pareil pour la danse. Les danses traditionnelles sont extraordinairement mimétiques. La gigue, la bourrée, je sais pas quoi. On fait tout, le fest-noz, vous savez. On fait tous exactement la même chose. Mais il y a toujours un moment où, quand ça va bien, on convoque les danseurs au centre. Montrez-nous ce que vous savez faire. Dans le style. Si vous êtes en train de faire du flamenco, vous ne demandez pas au soliste, au couple qui va venir au centre, de vous faire un rock endiablé. Non, c'est dans la cohérence du flamenco. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, et ces espaces-là créent quelque chose de neuf, ou en tout cas vont chercher quelque chose dans l'infosphère, dans la noosphère, dans plus grand, et le ramènent au groupe qui, lui, va s'en saisir. Waouh, c'est beau ce que tu as ramené. C'est beau ta nouvelle découverte scientifique, c'est beau ta nouvelle façon de danser, c'est beau cette façon d'interpréter tel morceau. Et c'est prévu, ça existe. Sauf que quand une société est tellement malade qu'elle n'a plus aucun repère, ni moral sur le bien et le mal, ni intellectuel, ni historique, qu'elle ne se souvient pas de son propre passé, qu'elle passe son temps à le canceller. C'est la culture aujourd'hui, la culture du cancel, vous savez. On a même cancellé Pépé le Putois. Vous voyez qui c'est Pépé le Putois? C'est un personnage de dessin animé qui est censé être un don Juan, machin, qui tombe les filles, mais il pue, etc. C'est un putois. Et donc là, des nombreux groupes ont décidé que c'était insupportable de voir ce mâle blanc, hétérosexuel, catholique, patriarcal, assumer son masculinisme de cette façon-là, et que donc il fallait canceller Pépé le Putois. Parce que c'était une violence faite aux femmes. Restez assis, tranquille. Tout va bien, Pépé le Putois, quoi. Voilà. On n'est pas... Bref, Pépé est cancellé. Mais tout est cancellé. Nous, à ma génération, on nous a jamais appris, par exemple, la guerre d'Algérie. Cancel.
Ah, c'est trop dur à porter, trop lourd. J'ai été très étonné pendant ces dernières années, je te repasse la parole rapidement, mais par le fait que les diplomates russes que j'ai pu entendre pouvaient aborder la question de la Russie soviétique sans rougir, sans s'auto-censurer. Et même appelaient Lénine ou Staline camarade Lénine, camarade Staline, en disant ils ont fait ci, ils ont fait ça, il y a eu ça, il y a eu des purges, il y a eu 30 millions de morts. Mais oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu telle chose qui était intéressante pour le pays, etc. En acceptant que c'était arrivé et l'ambiguïté et la complexité de ce que ça pouvait représenter. Sans essayer de mettre une étiquette définitive, c'est bien ou c'est mal, nous devons l'oublier ou nous devons le célébrer. Non, c'est les deux. Il y a des choses intéressantes et il y en a des moins. Je vois que notre société, qui n'a plus aucun point d'accrochage, finit par abolir intégralement la puissance, la possibilité du chercheur, la possibilité du danseur alternatif, la possibilité de celui qui fait autrement. Et cherche un modèle univoque, totalitaire et totalisant, rentrant dans tous les pans de votre vie, où il va falloir faire de cette façon-là et pas autrement. La médecine, il y a des protocoles. La science, il y a des protocoles. Pour tout, il y a des protocoles. Vous devez les suivre. Puis une fois que vous avez suivi les protocoles et que vous avez fait de votre art un algorithme, il est assez simple de vous remplacer encore un petit peu. Parce que là, un ordinateur le fera mieux que vous. Et puis une intelligence artificielle le fera encore mieux que vous. Qu'est-ce qui reste comme puissance? Qu'est-ce que font les jeunes? Ils se retournent sur eux-mêmes. Vous voyez des gens exercer leur propre puissance dans une puissance d'autodestruction. Vous voyez des personnes âgées qui disent « moi je ne sers plus à rien, j'ai plus de mémoire, non, il vaudrait mieux que je meure tout de suite, au moins je donnerai mon héritage aux enfants, etc. » Et qui sont d'accord avec le fait qu'on les supprime. Vous voyez, au nom de plus grands toujours. Vous voyez des gens, des jeunes qui vous disent « ah ben, moi au nom de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, je n'aurai pas d'enfants. » D'accord? Ils s'auto-suppriment eux-mêmes sur un des éléments qui donne beaucoup de sens à la vie de certains. Vous voyez des jeunes qui disent moi je ne sais plus si je suis un garçon ou une fille. Je vais m'arracher les seins, me faire retirer l'utérus. Et là vous voyez cette puissance dont on parlait qui se retourne contre soi-même dans une autodestruction. Non mais la puissance elle ne doit pas autodétruire. La puissance elle se tourne sur le monde extérieur. Elle va façonner le monde extérieur. Le fait d'être déchu de tout pouvoir pendant le Covid a amené effectivement en contrebalancier, comme l'a dit Jean-Dominique, une puissance extraordinaire. Extraordinaire au sens où, à ma mesure, hein, mais combien 4 bouquins, 40 préfaces, 3 films, plus de 400 conférences en 3 ans. C'est pas pour faire le beau. Moi, quand je regarde ça, je dis, en fait, je suis pas du tout capable de faire ça. Moi, je suis médecin à l'hôpital, point. Bah si, en fait, t'es capable. Tu vas juste te prendre un gros coup de pied au cul, tu vas y aller. Et tu vas le faire. Et on retrouve une puissance créative. Et cette puissance créative, il y a quelque chose de très jubilatoire à la retrouver. Jubilatoire au sens où vous sentez que le monde se met à vibrer avec vous. Comme si vous étiez extrait de la matrice. Vous étiez pris dans la matrice, englué dans un gros morceau de chewing-gum. Puis ce gros morceau de chewing-gum, comme dès qu'il y a quelque chose qui sort de lui, ça fait peur. C'est un peu comme ce jeu, vous savez, où vous tapez sur la tête des petits monstres qui sortent des trous, là. Le jeu d'arcade avec un marteau, bing, bing, bing. Vous voyez que tout est fait pour taper sur la tête de tous ceux qui sortent. Parce que ils sont dangereux, ceux qui sortent. Hein. S'ils retrouvaient leur puissance, ils pourraient tout changer. Donc il ne faut surtout pas qu'ils sortent. Mais vous, si vous arrivez à sortir, là, vous tirez un fil, comme ça. Puis vous vous dites, ce fil, il ne faut pas trop le tirer. Si vous le tirez trop, il casse. Puis là, vous êtes le spationaute. Vous n'avez plus aucune puissance. Là, vous êtes perdu. Hein. Vous allez en crever. Non, il faut juste la juste tension. Attendez, c'est quoi l'accordage d'un instrument? Sur une sitar, une vina, sur une guitare. C'est la juste tension de la corde. Merci. Alors, je vais aussi retourner à la Genèse, mais vraiment dans une perspective anthropologique. Parce que ce moment précis de l'évolution de la conscience collective de l'humanité, à mon sens, comme toute bonne crise, il est une opportunité absolument royale.
Mais encore convient-il peut-être d'apprécier de quel type d'opportunité. Déjà, j'échappe en grande partie au côté très pessimiste que ce tableau peut inspirer. D'abord en hommage à notre ami Philippe Bobola parce qu'il m'a convaincu d'être possibiliste. Ce qui m'intéresse, c'est le champ des possibles dans une situation donnée et pas l'état de cette situation à un moment précis. Mais également parce que dans la lignée toujours de Maffezoli, on fait ce travail de humer les courants souterrains. Et c'est une chose de voir la surface des choses, qui effectivement peut donner l'impression d'être très dense et très arrêtée. Mais si on sait observer des fourmillements, des mouvements de convection, des émergences, la discrépance entre l'officiel et l'officieux, on voit beaucoup de choses qui, à l'inverse, donnent d'immenses raisons d'être dans l'espérance. Alors pour revenir à la Genèse, au fond, il y a un paradoxe absolument somptueux. Alors on peut bien sûr tomber dans des exégèses et des considérations philologiques, mais si le divin a créé l'être humain à son image, et que l'être humain depuis ne fait que foirer misérablement, est-ce que ça veut dire que Dieu est le grand foireur en chef, ou que nous utilisons un pouvoir créatif à générer quelque chose qui ne sert pas nos meilleurs intérêts, alors que le même pouvoir créatif pourrait être utilisé à des fins qui seraient beaucoup plus bienfaisantes. Et au fond, moi qui évidemment observe le devenir d'espèces à travers l'histoire de la civilisation et des sociétés, je vois que, au fond, il y a cette espèce de paradigme qui me paraît assez évident, qui est que l'immense majorité des gens sont dans l'ensemble bien intentionnés. Ils peuvent, s'ils sont captifs d'un moment totalitaire et être instrumentalisés dans la fabrication de l'ennemi, se transformer en sale type. On l'a vu de manière répétée à travers l'histoire. Et d'ailleurs, c'est une phrase de Primo Levi qui a échappé au camp, qui disait le plus dangereux, c'est pas les monstres. C'est les gens normaux qui ne vont pas voir la monstruosité de ce à quoi on les amène, mais il faut bien comprendre que les gens normaux, en l'absence de cette instrumentalisation et de cette captation, n'ont pas cette tentation. Il faut qu'ils soient vraiment brainstormés, comme on l'a vu accessoirement ces dernières années. Et au fond, de mon point de vue d'anthropologue, la question c'est qu'est-ce qui empêche les sociétés de développer une immunité face à de telles instrumentalisations totalitaires ? Parce qu'au fond, la grâce que nous avons eue, vous et moi, vous et nous, ça a été de pouvoir tout de suite sentir qu'il y avait quelque chose de profondément anormal, de profondément injuste, de profondément toxique, de profondément négateur de cette dignité de chacun et du besoin élémentaire d'honnêteté et de sincérité dans les fonctionnements sociaux, ce qui fait qu'on ne s'est pas fait prendre dans l'aventure. Maintenant, la révélation connexe, c'est qu'il y a une masse critique insuffisante de gens capables de ce type de compréhension. Et là, on voit qu'on est dans cette boucle, je l'ai souvent évoqué, où à chaque fois que ça se passe et qu'on en sort, on ne dit plus jamais ça. Mais comme on ne partage pas les compréhensions de ce dont il s'agit, moi j'ai cette vision traumatique qui me hantera probablement jusqu'à mon dernier souffle et peut-être même au-delà, de la ministre genevoise de l'Éducation à un Dies Academicus en 2018 parlant de l'expérience de Milgram. Et à quel point les universités étaient essentielles pour préserver la liberté et l'indomptabilité du savoir face aux tentatives de conformisme social. 2 années après, qui fait tout ce qu'elle peut pour imposer le masque, l'obligation vaccinale, le truc, le machin. Alors, cela dit, on ne va pas en faire une histoire personnelle, pauvre d'elle. Et c'est là où il s'agit effectivement de ne jamais perdre notre compassion face aux gens qui se comportent ainsi. Parce que dans quelle misère d'existence et de compréhension faut-il être, parce qu'elle l'a fait de bonne foi. Je ne crois pas que ce soit un monstre. Vous voyez, elle a fait partie de ce que décrivait Primo Levi, et je pense que c'est une aliénation à soi-même qui est tragique en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu tenir ce discours en 2018 et faire le contraire en 2020 ? C'est qu'il n'y a pas de compréhension. Compréhension, prendre avec soi, connaître, avoir quelque chose qui est né en soi de la relation avec le réel. Donc, ce qui est en jeu, c'est le fait qu'il y ait une réelle compréhension, une réelle connaissance qui émerge, qui ne soit pas juste du savoir, qui fasse qu'à la prochaine... Et c'est extraordinaire, ces espaces de cécité. Tu as mentionné les universitaires. Il y a un Français à Sciences Po qui est spécialiste de la propagande, qui s'appelle David Colomb, et qui a écrit tout un livre remarquable sur la propagande à travers le temps.
Et dans une interview à Cerveau et Psycho, il dit non, il n'y a aucune propagande du côté des Américains. Les Russes, oui, mais les Américains, non. Parce qu'en fait, ils l'ont fait pendant la première guerre d'Irak. Ça s'est retourné contre eux, donc depuis, ils ne font plus de propagande. C'est cette histoire d'advenir à des compréhensions éclairantes qui permettent de se rendre libre des manipulations, et nous n'avons pas encore franchi ce seuil critique. Alors j'ai souvent exprimé mon espérance que peut-être que c'est une expérience pédagogique à grande échelle qui est en train d'entraîner tous les normies à acquérir cette capacité, et que la prochaine fois, une fois qu'on sera de l'autre côté, ils se diront on ne me la fait plus. Mais je le mets également en lien précisément avec la Genèse. Parce que s'il est vrai que nous avons un pouvoir créateur, à ce moment-là, ce dont il est question, c'est d'apprendre à maîtriser ce pouvoir créateur pour que ça nourrisse notre puissance. Notre vraie puissance, notre puissance de vie, notre puissance d'âme, notre puissance de rayonnement, notre puissance aussi de nous rendre libres de toutes les peurs que cette condition humaine font naître en nous. Car la pierre angulaire de la condition humaine, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse existentielle. On sait tous qu'on va mourir, on sait tous qu'on va souffrir, on n'a aucune idée de ce qu'il y a après, on ne sait pas à quoi ça rime. C'est extrêmement anxiogène. Alors, je vais déflorer un sujet que je vais développer prochainement, qui est celui de la prière. Parmi mes nombreuses explorations dans le domaine de la santé, il y a eu tout ce qui a trait à la spiritualité. Et alors même que cela reste un sujet un peu douteux dans la bien-pensance européenne, c'est un des sujets les mieux étudiés en ce qui concerne l'impact sur la santé. Et le fait d'avoir une ouverture spirituelle, des pratiques spirituelles, est un extraordinaire prédicteur d'espérance de vie en bonne santé, de résilience face à la dépression, à l'anxiété, à la phobie sociale, à tout ce que vous voulez. Et il y a plus de 30 000 études qui ont été publiées depuis l'an 2000 sur le sujet spiritualité et santé. Donc c'est absolument énorme. Et puis comme on est une société désacralisée et où, je m'excuse ce constat, je vous prie d'excuser ce constat, les religions établies ont fait énormément de dégâts, de par leur tentation du pouvoir. Toute institution a la tentation du pouvoir. Et quand une institution religieuse, au lieu de nourrir l'appel vers l'absolu et la spiritualité, cherche à prendre le pouvoir sur les gens en les culpabilisant, en édictant des morales, en faisant des textes de loi, le catéchisme de l'Église catholique, c'est le code pénal, quoi. Et le code pénal du style de toute manière, tu ne peux pas ne pas transgresser la moitié de ce qu'il y a dedans, donc tu es une merde et donc tu dois te soumettre à l'institution telle qu'elle existe. Je suis désolé d'être un peu radical, mais enfin, c'est quand même les travers des institutions en général et les institutions religieuses ne font pas exception. Donc, la plupart d'entre nous sommes très brouillés avec tout le vocabulaire de la spiritualité et de la religion. La prière, c'est quoi, au fond ? Alors oui, on peut se dire, c'est le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gayatri Mantra, le ce que vous voulez. Mais si on observe plus attentivement, c'est l'orientation de l'intention et de la parole intérieure. Parce que la réalité, c'est que nous sommes à longueur de journée en train de nous raconter le monde. Vous avez observé le petit moulin qui tourne dans la tête. On passe au moins la moitié de nos journées à nous parler à nous-mêmes. Les pensées que nous nous tenons, c'est à peu près 60 à 80 000 par jour, encore que ça soit difficile de définir une pensée avec suffisamment de précision, sont en grande majorité négatives. Pourquoi ? Parce que le cerveau est fait pour identifier ce qui peut faire mal, et donc il donne plus d'importance au négatif, et c'est répétitif à 90% d'une journée à l'autre. On se raconte toujours les mêmes histoires, jour après jour, après jour, après jour. Ce discours intérieur, il crée ce que l'anthropologue Gregory Bateson, qui a été un des inventeurs de la systémique, a appelé la carte du monde, qui est en fait notre religion. Il y a la religion institutionnelle, oui, mais on a tous une religion qui est cette carte du monde que nous avons créée en nous et qui définit comment sont les choses. Et d'ailleurs, dans notre manière de percevoir, nous sélectionnons ce qui confirme la carte du monde et nous écartons ce qui contrarie la carte du monde, comme les normies avec le Covid. Effet secondaire des vaccins ? Non. 40 millions de vies sauvées ? Oui. Et on fait tout ça. Et cette carte du monde, elle est fondamentale. Pourquoi ? Je suis désolé, c'est un tout petit peu technique, mais il faut vraiment qu'on entre là-dedans, parce qu'en fait, nous ne vivons pas dans le réel. Nous croyons vivre dans le réel et percevoir
le réel à travers nos organes des sens. Mais ça n'est pas comme ça que ça se passe neurologiquement. Nous créons une simulation de réalité sur la base des informations qui nous proviennent du monde extérieur et de notre carte du monde. Et c'est la rencontre de ces deux qui crée ce qui est la réalité pour chacun d'entre nous. Or, quand nous ne maîtrisons pas ce processus, nous sommes encombrés de narrations qui sont plutôt plombantes, qui pour beaucoup sont des narrations extérieures qui ont déteint sur nous sans que nous en soyons conscients, et qui nous donnent au fond une vision assez pessimiste, négative, morose, impuissante de notre position dans la vie. Et par le discours intérieur, nous nous racontons ça encore et encore. Or, qu'est-ce que la prière ? Si on évacue le côté religieux, qu'on va vraiment dans le sens profond de la prière, c'est le fait de dire « Ok, je vais mettre de l'intention dans ce discours intérieur pour que je puisse réviser ma carte du monde et me créer une autre réalité pour moi-même. » Donc nous sommes tous en train de prier, jour après jour après jour, sans nous en rendre compte, parce que ces processus sont inconscients, et parce que ce qui vient nourrir notre dialogue intérieur et notre carte du monde a perdu le lien avec le sacré. Un autre élément du programme Retrouver l'accord perdu, c'était au fond cette compréhension, justement les neurosciences contemplatives documentent qu'au moins la moitié des gens ont déjà vécu des moments soudains où on s'est senti en profonde communion avec le monde. On a été saisi par la beauté d'un paysage, par la naissance d'un nouveau-né, par un acte de bonté auquel on a assisté. Et tout d'un coup, il y a eu cette espèce de vertige où tout d'un coup, un accord presque parfait débarquait dans notre vie. Vous voyez ces moments de grâce, de saisissement, d'émerveillement profond, mais qui changent quelque chose, parce que ce n'est pas juste une expérience subjective de plus, c'est fondateur. C'est comme se souvenir d'une dimension qui est peut-être toujours déjà là, mais avec laquelle nous ne savons plus nous connecter. Je me permets juste un petit sondage à la Landsgemeinde. Qui dans cette salle a déjà vécu un moment de cette nature ? D'accord. Ok. Il y a cette idée chez les romantiques, chez le poète Novalis notamment, que le paradis a été fragmenté sur Terre et qu'il est épars, et qu'on en trouve des fragments un peu partout, pour autant qu'on sache les chercher et les repérer une fois qu'on les trouve. Donc retrouver l'accord perdu, c'était aussi quelque part paradigmatiquement cette proposition qu'il y a cette possibilité d'accord au plus profond de nous, qui, lorsque nous le vivons, nous met dans un état où la peur de la vie et la peur de la mort perdent de leur emprise sur nous. Parce qu'on a goûté à cette communion, c'est comme s'il y a quelque chose de plus grand que tout ce dont on peut avoir peur qui s'est rendu sensible. Alors on sait qu'à l'extrême, les gens qui vivent des expériences de mort imminente positives, il y en a aussi des négatives qu'il ne faut pas occulter, mais positives, lorsqu'ils reviennent, n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur, ni de la vie, ni de la mort. Il y a quelque chose qui s'est guéri de cette angoisse existentielle profonde. Or, cette aspiration à la transcendance fait partie de notre neurologie. C'est une des caractéristiques de l'espèce humaine depuis au moins 100 000 ans. Et que s'est-il passé il y a 100 000 ans ? On a vu apparaître simultanément les rites funéraires et le langage articulé tel qu'il existe aujourd'hui. C'est arrivé en même temps. Donc la contemplation du mystère de la vie et de la mort et le goût de la parole, dont Louis, qui est un magnifique conteur, nous régale à chacune de ses prises de parole, c'est arrivé en même temps. Et nous avons au cœur de notre neurologie cette capacité d'émerveillement et au fond de transcender la condition humaine animale qui préexiste. Maintenant, quand on étudie au niveau des neurosciences, on voit qu'il y a des compétences supérieures de notre conscience qui sont en fait posées sur les mêmes structures neurologiques et qui ont trait à la réflexivité, la capacité de poser un regard sur soi. Qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce que j'apprécie ? Qu'est-ce qui me déplaît dans cette situation ? Pourquoi est-ce que je me suis trompé ? Vous voyez, cette capacité de prendre du recul. La conscience relationnelle et sociale, le fait de se demander ce que vit l'autre et d'être curieux de ça dans le sens positif, l'altruisme qui en découle,
et à un moment donné, cette compréhension de l'unité de destinée. Parce que dans le monde matériel, si je vous donne 1 franc, je ne l'ai plus. Je l'ai perdu. Dans la dimension relationnelle, affective et spirituelle, si je vous donne quelque chose qui vous fait du bien, j'en suis enrichi. Et là, il y a ce sens du bien commun, qui n'est pas une histoire ni de bisounours, ni de petite morale à la con, mais qui est juste cette réalité qui, à un moment donné, où les égards pour l'autre et la capacité de prendre soin de la dignité de l'autre et de sa propre dignité est ce qui fait grandir chacun d'entre nous. Et donc, il n'y a plus d'opposition entre l'égoïsme et l'altruisme. Je cite souvent cette étude très, très connue. Si vous donnez 100 francs pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, vous en retirez plus de satisfaction, sauf si vous êtes très primaire ou psychopathe, que si vous dépensiez les 100 francs pour vous. Alors je pose la question, si vous dépensez 100 francs pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, c'est égoïste ou c'est altruiste ? Les deux. Les deux. Et au fond, c'est ce cap-là que l'humanité n'a pas encore été capable de franchir. Alors même que je pense que l'immense majorité des gens en seraient capables ou ils sont déjà en partie, pour autant qu'ils ne soient pas pris en otage par les processus de propagande paranoïaque. Donc je pense qu'on a un énorme enjeu de construction en la matière, et de ce point de vue-là, le développement des neurosciences, qui ont leurs limites, on peut les critiquer, mais sont en train de montrer un ensemble de choses extraordinaires, et notamment que l'émergence de ces ressources passe par le fait qu'elles soient suffisamment nourries. Il faut avoir reçu beaucoup de bonté, de gentillesse, d'appréciation, d'égard et de respect de sa dignité pour pouvoir grandir dans cette compétence. Et les expériences qui font le plus croître ces compétences, c'est l'émerveillement. À chaque fois que vous vous émerveillez, votre cerveau reçoit un bain de jouvence qui l'aide à grandir et à faire grandir votre conscience dans le sens de cette aspiration. C'est la gratitude. C'est le fait de savourer tout ce qu'il y a de beau et de bon dans votre vie, et c'est le fait de vous donner de la compassion à vous-même. Parce qu'on vit dans une culture où on a appris à être extraordinairement critique et dur envers soi, d'une manière pathologique à grande échelle. Et si ces différents ordres d'expérience sont nourris régulièrement, et on peut en faire une ascèse joyeuse, la prière n'est rien d'autre que ça. La prière, c'est ça. Dans une forme religieuse, pourquoi pas, et malgré les critiques que je peux avoir par rapport aux institutions, j'ai plutôt un regard positif sur les religions en général, qui ont un énorme potentiel d'apporter des choses nourrissantes à ce sujet si on ne trahit pas leur message, mais également de manière totalement non dénominationnelle ou non théiste. Il y a des prières dans le bouddhisme, il y a des prières laïques. Les alcooliques anonymes ont inventé ce fabuleux concept de puissance supérieure à soi-même. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. L'important, c'est de croire en quelque chose de plus grand que vous, qui peut être aimant et aidant. Que ça soit l'amour de vos proches, que ça soit la beauté de la nature, que ce soit l'émerveillement dont vous êtes capable, il y a ce plus grand que soi qui est disponible, et quand on se connecte à lui, et quand on cherche à orienter sa propre vie dans cette direction, quelque chose en nous de nouveau se vivifie. Donc au fond, nous prions tous déjà à longueur de journée sans nous en rendre compte. Les religions, avec leur travers, ont détourné les gens de la prière, mais si nous remettons cette direction, cette maîtrise de l'intention et du dialogue, de la parole intérieure, à ce moment-là, nous pouvons créer en nous un pouvoir créateur qui nous émancipe de plus en plus, à la fois de l'angoisse existentielle, mais aussi des tentatives de manipulation du monde autour de nous. Et donc, voilà, ça permet de tout reconfigurer, la carte du monde, la relation à ses propres affects, le discours intérieur, la simulation de réalité, les filtres que nous posons entre nous et le monde extérieur, et c'est ce dont témoignent les grands priants dans toutes les traditions. Alors j'ai demandé à l'IA de me faire une liste de toutes les personnalités célèbres à travers l'histoire qui avaient reconnu que la prière avait été fondamentale dans leur vie. C'est extraordinaire. On retrouve Nelson Mandela, Václav Havel, le général de Gaulle, Einstein, Elvis Presley, Johnny Cash.
enfin, de grands, Simone Veil avec W, bien sûr, enfin, des grandes personnalités comme ça. Et je crois vraiment que dans notre société désacralisée, mais qui, si on hume un peu l'air du temps, est très habité par une nostalgie du sacré et en réalité un retour du sacré, il faut aujourd'hui qu'on crée un langage commun qui nous permette de dépasser cet écueil des religions et du côté repoussoir qu'elles puissent avoir, pour finalement trouver ce point commun qui est, quelle que soit la manière dont on le nomme, il y a cette dimension transcendante qui est à notre disposition, et quand on se branche avec elle, on en retire tout un ensemble de bienfaits. Alors j'ai bien sûr donné l'opportunité à Louis de rebondir, j'aimerais juste terminer avec le Notre Père. Avund bashmaya net kadashmach, teitei malkutach, nehui sebiana chaikana, de bashmaya afba'ar'a. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça n'a rien à voir. Aoun, oui, ça veut dire papa en araméen, mais le ab, c'est le masculin, et le woun, c'est le féminin, c'est la matrice. Aoun, c'est la source d'amour infini, dont nous sommes tous issus. Debashmaya, un shema, c'est le sacré. Tant que ton nom soit sanctifié, s'il est saint, ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Il est déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est que ton réel soit reconnu et célébré. Que nous puissions être en contact avec ce réel, que la source dont nous sommes l'émanation est une puissance d'amour infini. Alors je pourrais continuer avec toute la prière, mais vous voyez comme quand on retourne au cœur vivant des religions, on pourrait aussi prendre la Fatiha, l'ouverture du Coran, hein. Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, ou le Gayatri Mantra dans la tradition indienne, on retrouve toujours cette incandescence qui, lorsqu'on arrive à se connecter avec, au fond, dans un mouvement poétique, la prière, c'est quoi? C'est la parole poétique de l'âme qui chemine en ce monde. Voilà. Et il y a un potentiel d'émancipation par le fait de recouvrer la puissance de cette parole et de ce regard sur le monde qui soit un regard d'émerveillement et de sacralisation, de reconnaissance de la dignité infinie de toute la création. Je suis partagé à ajouter quelque chose. On pourrait s'arrêter là, peut-être, parce que c'est précisément l'intention de ce qu'on porte avec Jean-Dominique dans l'idée de retrouver l'accord perdu, c'est d'aller remettre en mouvement, redonner un tout petit peu de mobilité à cette possibilité d'accéder à plus grand, d'accéder au réel. Mais est-ce qu'on peut vraiment accéder au réel? On l'a dit, le réel est inconnaissable. Nous vivons dans des bulles de réalité. La réalité est une interprétation du réel, mais elle n'est pas le réel. Et nos réalités sont faites de nos mantras, de nos dogmes, de nos croyances, de nos connaissances. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais l'ensemble des poésies que vous avez apprises par cœur dans votre enfance sont des cicatrices dans vos neurones. Des réseaux de neurones fibrosés qui fait que chaque fois qu'on injecte de l'électricité, qu'on vous dit telle ou telle poésie, l'électricité passe toute seule, c'est comme une autoroute synaptique. Et ces autoroutes synaptiques, au bout d'un moment, circonscrivent un territoire. Peut-être vous avez déjà regardé un pays comme la Suisse ou la France vu du ciel, mais les autoroutes, au bout d'un moment, sont la principale force transformante de la réalité tellurique vécue. Elles ceinturent la France d'un corset noir de bitume et de péage. Pour Vinci et Fiat. Parce que c'est le principe des autoroutes, vous n'avez le droit d'y aller que si vous raquez. Enfin, vous, là, il y a la vignette, quoi, l'abonnement, là. Mais bon, la RTS, vous payez aussi, hein. Vous n'allez pas très loin. Et pas très vite. Non, pour vous dire que, au fond, vous pourriez imaginer que l'ensemble de ces structures synaptiques que vous avez mises en place, traumatiques par l'apprentissage, sont le corset dans lequel vous êtes pris, qui vous tient droit. Et le rompre, c'est peut-être tomber en morceaux. Vous avez peut-être entendu ces enfants qui ont grandi dans des corsets et qui, quand on leur enlève, n'ont aucune musculature intérieure, n'ont jamais poussé une vraie colonne vertébrale.
parce qu'ils ne se sont jamais confrontés au réel. Ils ont vécu dans leur réalité confortable. Et effectivement, une grande partie de la prière, c'est d'admettre que peut-être on peut faire mentir cette réalité. Peut-être que des miracles existent et vont faire mentir l'impossible. C'est le propos d'un livre qui s'appelle L'insolence des miracles de Didier Van Covelart, avec qui j'ai eu la chance de faire une conférence croisée, et où son livre raconte des miracles. Padre Pio, la Vierge de Guadalupe, tout ce que vous voulez, quoi. Moi, je connaissais rien avant ça. Hein. Et il faut comprendre que des tribunaux ecclésiastiques sont mis en place, on appelle ça un tribunal ecclésiastique, pour juger si ces miracles tiennent la route ou pas. Et puis le but du tribunal ecclésiastique, c'est de dire non, il n'y a pas de miracle. Comme si c'était gênant qu'il y ait des miracles. Comme si le fait que ce soit possible d'aller faire mentir la concrétude de ça, c'était vraiment embêtant. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que tout est possible. Ah, mais très souvent, sur cette question de l'intention dirigée dont parle Jean-Dominique, au cours de la prière, et qui retrouve un chemin juste vers plus grand, qui sort de la contingence du quotidien, qui sort des mesquineries habituelles pour aller se relier à des valeurs fondamentales. La paix, la joie, le partage, la beauté, la rigolade, la douceur, la gentillesse, la bonté, la patience, le courage. Vous pouvez continuer comme ça. Et je vous livre un secret, c'est la façon même dont on prie avec mes enfants. Chaque soir, je leur dis, voilà, que Dieu te garde et Marie te protège et que Jésus te guide sur un chemin de joie, de paix, de beauté, de liberté, de chance, de partage, de découverte, d'aventure, de danse, de chant, de rire, des câlins, d'amour, d'enfants. Tout ça, tout ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous touchez cet endroit-là, ça y est, vous êtes sorti de la bulle de réalité dans laquelle vous étiez corseté. Vous retrouvez un espace beaucoup plus large. Et cet espace beaucoup plus large, vous pensez qu'il est à l'extérieur, mais il est au fond, à l'intérieur, dans le diamant, à l'intérieur de sa gangue, de charbon, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et même du plus dégueulasse d'entre nous. Hein. Vous avez peut-être une image qui vous vient en tête. Hein. En France, on en a une assez précise, mais qui jaillit systématiquement. Même là, peut-être, quelque chose d'inattendu est possible. Faire mentir l'impossible. Je vais reprendre ces attentions dirigées pour vous dire aussi que ce travail-là n'est pas seul. Chaque fois que vous méditez à plusieurs, que vous priez à plusieurs, il se passe quelque chose de plus que quand vous êtes seul. Jésus le dit de cette façon-là, sous la forme « Si vous êtes deux réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. » Mais deux ou plus, c'est juste plus que toi. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, c'est très concret, c'est très pratique. Dès que vous vous assemblez avec d'autres pour faire quelque chose, ça se passe. Vous pouvez rêver toute votre vie à des choses différentes au fond de votre lit, tout seul dans un coin, comme une espèce de fantasme éperdu. Mais il ne se passera rien. Mais à partir du moment où vous rencontrez l'autre, là, tout à coup, peut-être les choses vont prendre de la teneur, grandir en concrétude, venir dans la matérialité, prendre sa place, s'investir, changer le monde. Et l'ensemble des autoroutes synaptiques que vous aviez pensé une fois pour toutes être la vérité, la raison, la façon dont vous voyez le monde et pas autrement, volent en éclats. Et enfin, vous pouvez voir plus grand. Attendez, ça c'est vrai pour tout ce que je viens de vous raconter, mais c'est vrai aussi au moment du Moyen-Âge et des ordres monastiques dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ces gens... Il y a toute une question autour de la claustration. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rompre l'accord avec le monde tel qu'il est pour aller prier au fond d'un monastère? Vous dites, mais c'est fou comme idée. C'est complètement débile, ça sert à rien, ça va pas marcher. Et pourtant, les ordres monastiques deviennent le premier réseau économique, productif nourricier, productif culturel par la copie des textes, de transfert culturel par la copie des textes anciens, et y compris égyptiens et autres que chrétiens, et donc de transfert du savoir, et deviennent le premier réseau d'influence qui vient retisser l'ensemble de l'ère moyenâgeuse au-delà des frontières habituelles. Par des gens qui prient claustrés du matin au soir et qui bêchent la terre du matin au soir. Les deux pieds dans la merde et la tête dans les étoiles.
Donc on a créé ce parcours. On insiste sur le fait que ce n'est pas une formation, parce qu'on n'a rien à vous apprendre, mais on a des impulsions et des inspirations à donner pour mettre en partage et aider chacun à s'accorder de revenir sur ces dimensions de la vie qui gagnent à être contemplées. Et donc on a ce parcours qui s'appelle Retrouver l'accord perdu sur mon site qui s'appelle jdmichel.com. L'introduction et la première étape sont accessibles gratuitement, donc si vous avez envie simplement de voir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à vous inscrire voilà, pour découvrir ça. Si vous avez envie de faire tout le parcours, il est encore accessible pendant un certain temps. Il est probable qu'il débouche sur un livre à un moment donné. Parce que de nouveau, je pense que c'est important dans cette espèce d'hypnose collective où on est un peu englué dans des histoires géopolitiques, politiques, sanitaires, ceci, cela, de prendre cet espace de la respiration pour au fond nous ressourcer à l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si cela vous intéresse. Je vais, en ce qui me concerne, prendre ce pari de faire une proposition. Alors là, ça sera un programme de formation sur la prière, basé sur l'anthropologie et les neurosciences. C'est absolument pas à partir d'une posture religieuse d'aucune sorte, tout en étant respectueux de toutes les traditions qui respectent l'être humain. Et puis, je tiens vraiment à ce que ça soit un parcours au long de 10 semaines, 50 leçons très courtes, de 5 à 10 minutes par jour, pour que ça soit facilement possible, que ce soit facile de le suivre dans le cadre de sa vie quotidienne. Et mon intention, c'est qu'au bout des 10 semaines du programme, toute personne intéressée ait eu les moyens de faire de la prière la pierre angulaire de sa vie. C'est un programme que je me réjouis énormément de faire. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas, mais peu importe, j'ai l'intuition de le faire. Je fais un webinaire de présentation lundi prochain, 30 mars. Vous pouvez trouver le lien d'inscription sur mon site à partir de tout à l'heure. Il faut que je le mette. Et puis, en termes d'actualité, j'ai encore mon nouveau livre, 28 jours de neurosagesse, qui sort dans quelques jours aux éditions Marco Pieter. Et au fond, j'ai repris toutes ces compréhensions éclairantes que les neurosciences appliquées apportent sur notre propre fonctionnement, les émotions, les états d'âme, le discours intérieur, la manière dont on est influencé sans s'en rendre compte par un ensemble de choses à l'extérieur, ces moments de créativité, d'intuition, d'inspiration. Et j'ai essayé pour chaque petit chapitre, un chapitre par jour, mais évidemment il n'y a pas de nécessité de suivre ça pour un jour par chapitre, des compréhensions qui permettent vraiment de mieux comprendre comment on fonctionne. Et c'est extraordinaire de voir à quel point cette éducation est manquante. Je me permets juste un petit aparté pour vous donner un exemple parmi d'innombrables autres. Mais dans les états anxieux, il y a en fait une boucle cybernétique redoutable qui se produit et qui s'emballe. Parce que notre discours intérieur a tendance à privilégier l'anxiogène. C'est comme ça qu'on a survécu en tant qu'espèce, c'est en pensant à tout ce qui pouvait mal tourner et en essayant de vérifier que ça ne se passe pas. Donc on a un discours antérieur qui est orienté vers ce qui est anxiogène, et quand on se concentre sur des pensions anxiogènes, notre corps se stresse, comme si on était face à un danger, ce qui renforce la tentation du cerveau de se dire j'ai raison d'être anxieux vu que mon corps me dit qu'il y a un danger. Et vous avez comme ça un emballement qui est absolument redoutable, et les personnes qui souffrent de troubles anxieux ou d'attaques de panique en savent quelque chose. Et une fois qu'on comprend la boucle et qu'on dispose de stratégies pour interrompre ce cycle à certains moments ou juste complètement le reformer, ça devient très aisé de sortir de ce genre de cercle vicieux, alors qu'avant de l'avoir fait, vous avez beau faire 10 ans de psychanalyse, vous allez juste renforcer en fait les autoroutes de ce système. Donc vraiment, je suis extraordinairement enthousiaste quant à ce que les neurosciences appliquées apportent, parce qu'il y a énormément d'endroits de nos vies où au fond on est des fois, vous en aurez fait l'expérience que moi, un peu surpris par notre manière de réagir ou d'agir, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Puis une fois que vous avez les clés de lecture, c'est juste bon sang, mais c'est tellement évident. Et puis avec toutes ces neurostratégies absolument épatantes, et notamment celles qui visent à cultiver la gratitude, l'émerveillement, l'altruisme, etc. Donc voilà, ça sort dans quelques jours, et voilà un peu le panorama que je pouvais faire. Alors, un mot là-dessus, Jean-Dominique, tu as été dans cette idée des neurosciences, et
et de la prière. Tiens, un élément avant que vous mettiez tous à prier. Hein, les Grecs antiques avaient déjà pas mal réfléchi à ces questions-là, et notamment les stoïciens et les épicuriens. Et que ce soit Lucrèce, Épictète ou Marc Aurèle, vous savez, Marc Aurèle écrit un livre qui s'appelle Penser pour moi-même. Et c'est déjà une sorte de journal de ses aspirations les plus hautes. En tant qu'empereur, comment il pourrait sortir de sa bassesse, etc. Et presque un mode d'emploi de la sortie de ces boucles dont tu parles, d'autodénigrement, de catastrophisation. Et on sait que, par exemple, sur la prise en charge de la douleur, pour des gens qui ont des douleurs chroniques, que la catastrophisation vient assez vite. Hein. Ah, j'ai en crevé, quelle douleur de merde. Ah, je suis un débris, je suis un déchet, quoi. 40 balais, je peux pas bouger un truc. Et voilà, vous levez le matin, déjà vous catastrophisez le truc. Ah, c'est rien de pire, parce que comme l'a dit Jean-Dominique, ça va amplifier encore la réponse, le message douloureux de votre corps. Et il y a eu un grand progrès des thérapies cognitivo-comportementales dans les 30-40 dernières années. La première, je vais le raconter comme ça, hein, c'est un peu simpliste et un peu réducteur bien sûr, mais la première façon de voir, c'était de dire je vais me créer moi-même une boucle d'asservissement cybernétique négative pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple, vous avez envie de fumer. Là, pour ceux qui sont fumeurs, et ça fait un moment, là, hein, vous mettez un gros élastoc, vous savez, en plastoc, là, bien large, puis vous tirez dessus comme ça, juste au niveau du poignet, à l'endroit où c'est un peu sensible, là. Chaque fois que vous avez envie de fumer. Ça, c'est essayer de créer un réflexe pavlovien. Si j'ai envie de fumer, vous vous auto-flagellez. Hein. Bon, ça marche pas. Très rapidement, vous allez mettre un bout de coton en dessous, vous allez quand même tirer l'élastique, mais beaucoup moins fort. Puis au bout de 15 jours, vous allez dire bon, j'enlève cette merde, puis voilà, et je fume, c'est très bien. Et puis, ça, c'est la première vague de thérapie cognitivo-comportementale, essayer de corriger l'action. La deuxième vague consiste à dire, à pas corriger l'action, mais à corriger vos pensées en amont, vos émotions. Non, j'ai pas envie de fumer. Non, bien sûr que non. Vous sentez que vous avez envie de fumer, votre corps vous dit que vous avez envie de fumer, vous ressentez l'envie de fumer. On parle pour les clopeurs de la salle, ceux qui ont une autre addiction ou quelque chose, du chocolat par exemple. Hein. On est en régime cétogène de par le carême pour certains. Voilà, l'envie de sucre peut-être. Voilà. Le sucre est une drogue très puissante. Hein. Donc vous avez envie de sucre et vous dites non, j'ai pas envie de sucre. Non. Puis à la fin vous prenez la part de gâteau au chocolat, puis vous la bouffez quoi. Voilà. C'est tout. Mais vous avez toujours pas envie de sucre, hein, mais vous l'avez prise quoi. Parce que votre corps, lui, il l'a fait. Il a dit bah, je m'en fiche des pensées. Puis vous vous apercevez après, je dis bah ouais, je l'ai prise quand même. En fait, oui, effectivement. Ok. Vous avez une compulsion. Ça, c'est la deuxième vague. Ça ne marche pas non plus. La troisième vague, c'est plutôt de dire je reconnais ce qui est en train de se passer. J'ai envie de ce morceau de sucre, ou de ce morceau de gâteau, ou cette cigarette, ce que vous voulez. Ou je reconnais cette douleur. Elle est là. Elle est à attendre sur une échelle de 0 à 10. Et puis de se donner de l'empathie, comme tu disais. Ouais, c'est dur. C'est pas facile. Et je fais de mon mieux. Pas je suis le dernier des nazes, j'y arrive jamais, etc. Non, je fais de mon mieux, mais c'est dur. Rien que de faire ça, ça commence à aller mieux. Ensuite, vous rajoutez encore des choses. Vous rajoutez, par exemple, le fait de ne pas parler à la première personne. Parce que comment vous parlez dans votre discours intérieur ? Les Grecs sont intéressés à ça parce que ces discours intérieurs, ils appelaient ça prosoché, c'est écrit prosoche, si vous cherchez sur Internet après, P-R-O-S-O-C-H-E, c'est le discours intérieur. Déjà, il y avait ça, cette idée du discours intérieur. Chez Platon, chez Aristote, etc., c'est un gros sujet, hein, parce que la pensée même, ce serait ce discours intérieur. La réalité construite dans laquelle nous vivons, ce serait ce discours intérieur, comme on disait tout à l'heure. On ne vit pas dans autre chose que l'ensemble de tous ces petits ces raciocinements. Et donc il y a une attention à porter là-dessus. Comment je me parle à moi-même ? Quand je me parle au jeu, par exemple, je flatte moins mes intérêts que quand je me parle à la troisième personne. Il fait ça. Si vous commentez vous-même ce que vous faites. C'est étrange, hein, il y a l'expérience que tu décris qui s'appelle The Dictator, ouais, on donne 100 balles à quelqu'un, on dit qu'est-ce que t'en fais ? C'est une expérience de sciences sociales où on teste un peu l'altruisme, voilà, l'égoïsme et tout ça. Quand on demande aux gens de prendre cette expérience et de dire maintenant, considérez la question de qu'est-ce que vous faites de ces 100 balles à la troisième personne, ils s'en donnent plus à eux-mêmes. Bizarrement. Bizarre. Comme si, quand je me distancie de moi-même, je veillais un peu plus à mes intérêts.
Oui, réfléchissez quand vous croisez quelqu'un qui vous dit « Ah, ça va pas, j'ai envie de faire ça ». Un ami, hein, pas quelqu'un qui vient vous pomper votre énergie, et voilà, et vous pomper l'air, mais quelqu'un à qui vous tenez, spontanément, votre empathie va se mettre en route et vous avez envie de l'aider. Vous avez envie de l'aider. Et pourquoi vous n'avez pas envie de vous aider vous-même? C'est bizarre. Pas toujours après. Alors voilà, le fait de se parler à la deuxième, la troisième personne, c'est des jeux, des exercices qui à la fin soulignent que peut-être il y a une attention à porter, une attention à mettre. Il faut sortir du pilote automatique quelque part et se dire chaque jour, chaque seconde, il y a une attention à porter à ce qui est en train de se passer, de se vivre, et à ce que je suis en train de vivre, à ce qu'il est en train de vivre, à ce que tu es en train de vivre. Et on pourrait conclure en disant, mais peut-être le bonheur est une discipline quotidienne. Peut-être que c'est un exercice quotidien qui revient chaque jour. Et c'est la pratique qui va ouvrir cette possibilité dans notre formation, parcours, voyage ensemble. Je dis cette phrase à un moment, le présent est la porte, la pratique est la clé. Il faut commencer à pratiquer.